Il était l'homme qu'elle craignait le plus et désirait le plus. Lorsqu'il cria « Tiens bon », la fille du patron, entre larmes et émotion, murmura « Je n'en peux plus », sans savoir que cet instant changerait leur vie pour toujours. Abonne-toi à cette chaîne, laisse ton commentaire, nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours, continuellement. Harry ne dort jamais, mais elle ne pardonne jamais non plus. La ville engloutit les faibles et recrache les naïfs, et Raphaël Dubois l'avait appris avant même d'avoir 10 ans. Né à Saint-Denis, une banlieue de la capitale parisienne, il a grandi en voyant sa mère cumuler 3 emplois différents pour s'assurer que lui et sa sœur cadette aient au moins le nécessaire. Son père était parti quand il portait encore des couches, ne laissant qu'un silence et quelques factures impayées en guise d'héritage. L'enfance de Raphaël fut forgée entre des ruelles étroites et des promesses brisées. Il voyait les garçons du quartier sombrer dans la criminalité, séduits par l'illusion de l'argent facile, mais sa mère répétait toujours la même phrase, comme un mantra sacré. « Mon fils, la dignité est la seule chose que personne ne peut enlever, ni la pauvreté, ni la faim. C'est à toi de choisir de la garder ou de la perdre. » Et Raphaël choisit de la garder. Il étudiait dans une école publique, prenait un bus bondé à 5 heures du matin, travaillait comme coursier l'après-midi et étudiait le soir. Il dormait 4 heures par jour mais ne se plaignait jamais. Il savait que chaque sacrifice était une brique dans la construction d'une vie différente. À 28 ans, Raphaël avait réussi l'impossible. Il avait obtenu un diplôme en administration dans une université privée grâce à une bourse d'études complète, suivi des cours en ligne de finance et de gestion, et décroché un poste d'analyste junior chez Lefebvre Participations, l'une des plus grandes holdings du pays. L'entreprise contrôlait tout, des entreprises de construction aux chaînes de distribution, et son fondateur, Henri Lefebvre, était une légende vivante du capitalisme français. Impitoyable, visionnaire et réputé pour détruire ses concurrents sans ciller. Pour Raphaël, travailler là n'était pas seulement un emploi. C'était la preuve qu'il avait vaincu le code postal qui aurait dû le condamner. Il travaillait au 12e étage de l'immeuble de verre de la Défense, entouré de gens qui n'avaient jamais pris le bus de leur vie, qui changèrent de voiture comme de chemise, qui se plaignaient de primes de fin d'année équivalentes au salaire annuel de sa mère. Raphaël était invisible pour la plupart d'entre eux. Un visage de plus dans les couloirs, suffisamment compétent pour ne pas être licencié, suffisamment discret pour ne pas déranger. Mais il observait, il apprenait. Et silencieusement, il gravissait les échelons. Ce fut un mardi pluvieux d'octobre que tout changea. Lefebvre Participations organisait un gala au Shangri-La Paris, réunissant investisseurs, politiciens et l'élite économique parisienne. Raphaël n'aurait pas dû être là. Sa place était au bureau, à finaliser des rapports que personne ne lirait attentivement. Mais le directeur financier, Robert Mercier, un homme au costume impeccable et au sourire faux, l'avait convoqué à la dernière minute. « J'ai besoin de quelqu'un pour organiser les documents de la présentation. Tu viens avec moi. » Raphaël enfila le seul costume qu'il possédait, un ensemble bleu marine qu'il avait acheté dans une friperie, et suivit Mercier jusqu'à l'événement. La salle était remplie de lumière dorée, de tables décorées de fleurs coûteuses et de serveurs offrant du champagne français. Il se sentait déplacé, comme un poisson hors de l'eau, mais il garda sa contenance. Il resta en coulisses, organisant des dossiers et prenant des notes, tandis que les cadres riaient fort et concluaient des affaires millionnaires d'une poignée de main. Et puis, il la vit. Isabelle Lefebvre entra dans le salon comme on entre sur scène, mais sans l'éclat de celle qui désire être vue. Elle était la fille unique de Henri Lefebvre, l'héritière d'un empire valant des milliards, mais ses yeux portaient une tristesse qu'aucun bijou ne parvenait à dissimuler. Elle portait une robe noire discrète, des cheveux châtains attachés en un chignon élégant, et marchait avec la posture de celle qui a été entraînée à sourire, même quand son cœur est en miettes. Raphaël l'observa de loin, fasciné non par sa beauté évidente, mais par la solitude qui émanait d'elle comme un parfum invisible. Isabelle s'arrêta près de la table de documents où Raphaël travaillait, prit une coupe d'eau et soupira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour affronter une nouvelle nuit de fausseté. Ce fut alors que leurs regards se croisèrent. Pendant seulement 3 secondes, peut-être 4, mais ce fut un temps suffisant pour que quelque chose d'inexplicable se produise. Elle le regarda comme si elle le voyait vraiment,
non comme un employé, non comme un élément du décor, mais comme une personne. Et il la vit comme une femme, non comme un symbole de richesse. « Vous travaillez avec mon père ?» demanda-t-elle, la voix basse, presque hésitante. Raphaël hocha la tête, essayant de contrôler son nervosité. « Oui, je suis analyste financier, Raphaël Dubois. »« Tiens, Isabelle » répondit-elle en tendant la main. La poignée était ferme, mais la peau était douce, soignée, si différente des mains rudes de sa mère. « Je sais qui vous êtes, » dit Raphaël, et il réalisa à quel point cela sonnait idiot. Tout le monde savait qui elle était. Mais Isabelle sourit, et pour la première fois cette nuit-là, le sourire parut sincère. « Tout le monde sait, mais personne ne me connaît vraiment. » La conversation fut interrompue par Henri Lefebvre, qui apparut imposant, le costume gris impeccable, le regard d'acier évaluant tout et tous. Il posa la main sur l'épaule de sa fille, un geste qui semblait protecteur mais que Raphaël perçut comme possessif. « Isabelle, viens, j'ai besoin que tu rencontres le maire. » Elle obéit, comme elle obéissait toujours, mais avant de partir, elle regarda Raphaël une fois de plus. Et dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse, ou peut-être un appel à l'aide. Les jours suivants, Raphaël ne put se la sortir de la tête. Il tenta de se convaincre que c'était une folie, qu'elle vivait dans un monde complètement différent du sien, que cette rencontre ne signifiait rien. Mais le destin ou la coïncidence avait d'autres plans. Isabelle commença à apparaître plus fréquemment au bureau, toujours avec une excuse officielle, une réunion avec son père, mais ses yeux cherchaient Raphaël dans les couloirs, et lui, qui avait toujours été discret, commença à la rencontrer accidentellement, à la cafétéria, dans l'ascenseur, à la sortie du bâtiment. Les conversations commencèrent innocemment. Elle lui posait des questions sur son travail, sur sa formation, et lui, qui était normalement réservé, se retrouvait à parler ouvertement de sa vie. Il raconta sa mère, la lutte pour étudier, les rêves qu'il avait encore. Et Isabelle écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais reçue auparavant. Elle, à son tour, partageait des miettes de sa propre prison dorée. Elle parlait de la pression constante, des attentes impossibles, de la façon dont son père contrôlait chaque aspect de sa vie, des vêtements qu'elle portait aux personnes avec qui elle parlait. « Avez-vous une idée de ce que c'est de vivre dans une cage dorée ?» demanda-t-elle un jour de pluie, alors qu'il prenait un café dans la cafétéria vide. « Les gens pensent que j'ai tout, mais je n'ai rien, ni choix, ni liberté. » Raphaël la regarda avec une intensité qui la fit rougir. « La liberté, on la conquiert, Isabelle. Elle n'est pas offerte en cadeau. » Elle rit, mais c'était un rire triste. « Facile à dire quand on s'est déjà battu pour elle. Je ne me suis jamais battu pour rien dans la vie. » « Alors peut-être est-il temps de commencer, » dit Raphaël, et la façon dont il parla, ferme mais douce, fit quelque chose se briser en elle. Les semaines se transformèrent en mois, et l'amitié entre eux évolua vers quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Ils commencèrent à se rencontrer en dehors du bureau, toujours dans des endroits discrets, loin des regards curieux de l'élite parisienne. Des cafés obscurs dans des quartiers éloignés, des parcs oubliés en périphérie, des endroits où personne ne s'attendrait à trouver l'héritière des Lefebvre. Isabelle apprit à prendre le métro, à manger des beignets au marché, à rire sans peur d'être jugée. Et Raphaël, qui s'était toujours protégé d'une armure de sérieux, se permit de ressentir. Le premier baiser eut lieu un après-midi pluvieux, sous l'auvent d'un théâtre abandonné dans le vieux centre-ville. Ils étaient allés voir une pièce expérimentale, quelque chose qu'Isabelle n'aurait jamais fait seule, et quand ils sortirent, la tempête les prit par surprise. Ils coururent, riant comme des adolescents, jusqu'à trouver un abri. Ils étaient trempés, tremblants de froid, mais quand leurs regards se croisèrent, quelque chose explosa entre eux. Raphaël la tira par la taille, et elle l'embrassa comme si elle mourait de soif et qu'il était de l'eau fraîche. Ce fut désespéré, urgent, plein de toute la répression qu'ils portaient tous les deux. « C'est de la folie », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je sais, » répondit Raphaël, mais il ne la lâcha pas. « Mais je n'arrive pas à m'arrêter. » Il savait qu'il jouait avec le feu. Raphaël n'était pas naïf, il comprenait parfaitement les règles du jeu. Des hommes comme lui ne sortaient pas avec des femmes comme Isabelle. Le monde ne le permettait pas. Mais l'amour, quand il est réel, ne demande pas la permission d'exister. Et ce qui grandissait entre eux était si intense, si vrai,
que cela semblait valoir tous les risques. Ils commencèrent une relation secrète, vivant dans l'ombre, volant des moments entre leurs rendez-vous et leurs obligations. Isabelle mentait à son père, inventait des réunions inexistantes, des dîners avec des amis, n'importe quoi pour obtenir quelques heures aux côtés de Raphaël. Et lui, qui n'avait jamais menti de sa vie, commença à omettre, à détourner, à protéger ce qu'ils avaient construit. Ils firent l'amour pour la première fois dans un minuscule appartement que Raphaël partageait avec sa sœur à Pantin. Elle était en voyage, et ils eurent enfin de l'intimité. Isabelle regarda autour d'elle, les meubles simples, les murs écaillés, et ressentit plus de paix qu'elle n'en avait jamais ressenti dans son manoir de 500 mètres carrés. Quand Raphaël la toucha, ce fut avec une révérence qui la fit pleurer. Ce n'était pas seulement du sexe, c'était un don de soi. C'était la première fois qu'elle se permettait d'être vulnérable, et la première fois qu'il permettait à quelqu'un de le voir entièrement. « Tu vas supporter chaque centimètre de moi ?» demanda Raphaël, faisant écho à une phrase qu'il avait prononcée des semaines auparavant, mais avec un sens complètement différent maintenant. Isabelle le tira plus près, ses ongles s'enfonçant dans son dos. « Je supporterai tout, et je te ferai supporter aussi. » Ils s'aimèrent jusqu'à l'aube, découvrant chaque cicatrice, chaque imperfection, chaque parcelle l'un de l'autre. Et quand le soleil se leva, ramenant la réalité, tous deux savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient irrémédiablement amoureux, quelles qu'en soient les conséquences. Mais les secrets, aussi bien gardés soient-ils, trouvent toujours un moyen de faire surface. Et chez Lefebvre Participation, des yeux observaient, des langues acérées attendaient l'occasion parfaite pour détruire. Robert Mercier, le directeur financier qui avait emmené Raphaël au gala, était un homme ambitieux et plein de ressentiment. Il avait commencé dans l'entreprise en même temps que Raphaël, mais tandis que le jeune homme de la banlieue se distinguait par sa compétence et son éthique, Mercier montait grâce à la politique interne et à la flatterie. Il haïssait Raphaël avec une intensité quasi pathologique, voyant en lui tout ce qu'il ne pourrait jamais être, honnête, respecté, authentique. Et quand il commença à percevoir les regards entre Raphaël et Isabelle, quand il remarqua les absences simultanées, quand il assembla les pièces du puzzle, il vit une occasion en or. Mercier commença à enquêter. Il engagea un détective privé, prit des photos, recueillit des preuves. Et quand il eut suffisamment de matériel, il alla directement voir son chef. Henri Lefebvre était dans son bureau au dernier étage, révisant des contrats quand Mercier frappa à la porte. « Monsieur Lefebvre, je dois vous parler d'un sujet délicat. C'est à propos de votre fille. » L'homme d'affaires leva les yeux, le regard lourd. « Qu'est-ce qu'il y a avec ma fille ?» Mercier posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos de Raphaël et Isabelle ensemble, entrant dans un appartement, sortant d'un cinéma, s'embrassant dans une rue vide. L'expression de Henri passa de la curiosité à la fureur en quelques secondes. « Qui est cet homme ?» « Raphaël Dubois, analyste junior. Il travaille ici depuis 2 ans. » Henri prit une des photos, les mains tremblantes de rage. « Ce fils de pute profite de ma fille. Il tente de monter un coup. »« J'ai pensé la même chose, monsieur. Un jeune homme de la banlieue, sans famille, sans nom. Il est clairement intéressé par son argent. » Le vieux magnate serra les poings. « Il va payer pour ça. Et ma fille va apprendre que les choix ont des conséquences. » Le lendemain, Raphaël fut convoqué dans le bureau de Henri. Il entra sans savoir ce qui l'attendait, pensant que c'était une réunion de routine. Mais quand il vit l'expression de l'homme d'affaires, quand il vit Mercier là, avec un sourire triomphant, il sut que c'était fini. « Assieds-toi » ordonna Henri, la voix glaciale. Raphaël obéit, le cœur battant. « Tu crois que je suis idiot, gamin? Tu crois que je n'allais pas découvrir que tu couches avec ma fille ?» La vulgarité des mots fut comme une gifle. Raphaël sentit la colère monter, mais il se contrôla. « Monsieur Lefebvre, je... »« Tais-toi » explosa l'homme d'affaires, frappant la table de sa main. « Tu n'es qu'un opportuniste de plus, voulant profiter de ma fortune. Tu croyais que tu allais l'épouser, hériter de mon entreprise? Tu n'es qu'une ordure, gamin. Tu viens du caniveau, et c'est au caniveau que tu vas retourner. »« Je ne suis pas avec Isabelle pour l'argent, » dit Raphaël, la voix ferme malgré la peur. « Je l'aime. » Henri rit,
un rire cruel et moqueur. L'amour? Tu ne sais même pas ce que c'est. Des hommes comme toi n'aiment pas, ils profitent juste. Tu es viré. Je veux que tu retires tes affaires d'ici en 1 heure. Et si tu t'approches de ma fille à nouveau, je te détruis, toi et toute ta famille. Raphaël se leva, la dignité étant la seule chose qu'il lui restait. Vous pouvez me virer, vous pouvez m'humilier, mais vous ne pouvez pas choisir qui elle aime. Nous verrons, répondit Henri, froid comme la glace. Raphaël sortit de cette pièce comme un condamné. Il prit ses affaires sous les regards curieux de ses collègues, ignora les murmures et quitta le bâtiment pour la dernière fois. Mais avant de partir, il envoya un message à Isabelle. « Il faut qu'on parle. Urgent. » Ils se rencontrèrent cette nuit-là sur un banc de parc près du parc des Buttes Chaumont. Isabelle arriva désespérée, sachant déjà ce qui s'était passé. Son père l'avait confrontée quelques heures auparavant, lui jetant les photos au visage, criant qu'elle était une déception, qu'elle avait sali le nom de la famille. « Il m'a donné un ultimatum, » dit Isabelle, les larmes coulant librement. « Soit je romps avec toi, soit il me déshéritera. Je vais tout perdre. Ma maison, mon argent, mon nom de famille. » Raphaël l'étreignit, sentant son corps trembler. « Et que choisis-tu » Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle n'hésita pas. « Je te choisis. Mais j'ai peur, Raphaël. Je ne sais pas vivre sans rien. J'ai été élevé dans ce monde. Comment vais-je survivre ?» Il tint son visage entre ses mains, les yeux pleins de détermination. « Tiens bon, Isabelle. Je sais que tu peux y arriver. Tiens bon pour nous. » Et puis, elle murmura, la voix brisée par tant de peur et de courage à la fois. « Je ne sais pas si je tiendrai le coup. » Mais au fond, tous deux savaient qu'il n'y avait plus de choix. Soit ils affrontèrent le monde ensemble, soit ils se perdaient à jamais. Et Isabelle, pour la première fois de sa vie, choisit de se battre. Isabelle quitta le manoir des Lefebvre par une froide aube de novembre, n'emportant qu'une petite valise, avec des vêtements basiques et un carnet où elle écrivait depuis l'adolescence. Elle laissa derrière elle les robes de marque, les bijoux qu'elle ne portait jamais, les chaussures qui coûtaient plus que le salaire mensuel d'une famille entière. Elle laissa aussi un mot sur le lit où elle avait grandi, disant simplement « J'ai besoin de découvrir qui je suis, loin de tout cela. Ne me cherchez pas. » Henri Lefebvre trouva le papier le matin et pour la première fois depuis des décennies, ressentit quelque chose au-delà de la colère. Il ressentit de la peur. Mais son orgueil était plus grand, et au lieu de courir après sa fille, il ordonna aux gardes de la rayer de la liste des personnes autorisées. Si elle voulait être pauvre, qu'il en soit ainsi. Mais elle ne reviendrait pas en rampant. Raphaël vivait dans un appartement de 2 pièces à Pantin, partagé avec sa sœur cadette, Julie, une étudiante en soins infirmiers qui travaillait à mi-temps dans un centre de santé. Quand il arriva avec Isabelle ce matin-là, Julie prenait son café avant d'aller à son service. Elle regarda la jeune femme aux vêtements chers et au visage effrayé, puis regarda son frère et comprit tout sans avoir besoin d'explication. « Elle va rester ici ?» demanda Julie, directe comme toujours. « Pour l'instant, » répondit Raphaël. « Là, maintenant fermement celle d'Isabelle. Le temps qu'on s'organise. » Julie soupira mais ne discuta pas. Elle connaissait son frère suffisamment bien pour savoir que lorsqu'il décidait quelque chose, aucune force au monde n'était capable de lui faire changer d'avis. « Le canapé-lit est pour elle alors. Je pars à 6 heures, je reviens à 14 heures. Il y a des pâtes au frigo et du riz dans le placard. Si vous savez cuisiner, faites comme chez vous. » Isabelle regarda autour d'elle. L'appartement était minuscule, avec des murs écaillés, de vieux meubles et une fenêtre qui donnait sur un mur gris. Il n'y avait pas de lustres en cristal, pas de marbre importé, pas d'espace pour respirer. Mais il y avait quelque chose que son manoir n'avait jamais eu, la chaleur humaine. Elle s'assit sur le canapé-lit, les mains tremblantes, et pour la première fois depuis qu'elle avait pris sa décision, la panique la gagna. Qu'avait-elle fait? Comment survivrait-elle? Elle ne savait pas cuisiner, ne savait pas faire la lessive, ne savait rien faire d'autre que sourire lors d'événements et signer des chèques. Raphaël s'agenouilla devant elle, tint ses mains glacées. « Je sais que tu as peur, moi aussi. Mais on va y arriver, Isabelle, ensemble. Et si je n'y arrive pas ?» murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Et si je n'étais qu'un fardeau pour toi ?»« Alors on apprendra. Tu crois que je suis né en sachant survivre? Ma mère m'a appris.
et maintenant je t'apprends. » Les premiers jours furent dévastateurs. Isabelle brûla du riz, se coupa le doigt en épluchant des pommes de terre, pleura en voyant ses vêtements rétrécir dans la machine à laver. Elle se réveillait au milieu de la nuit, en sueur, regrettant le matelas moelleux, le silence du manoir, la femme de ménage qui laissait toujours le café prêt. Mais Raphaël était là, patient, lui enseignant chaque étape. Il lui montra comment cuisiner des haricots, comment repasser le linge, comment économiser chaque centime. Et Julie, malgré sa rudesse initiale, commença à s'attacher à sa belle-sœur improbable, lui enseignant des astuces que seuls ceux qui ont grandi sans argent connaissent. Raphaël, pendant ce temps, affrontait sa propre bataille. Licencié de Lefebvre. Participation avec une accusation voilée de conduite inappropriée, il découvrit qu'il était presque impossible de trouver un nouvel emploi. Henri Lefebvre avait personnellement appelé les principaux concurrents, répondant que Raphaël était anti-éthique, manipulateur, dangereux. Des portes se fermèrent avant même qu'il ne puisse décrocher des entretiens. Le marché financier de Paris était un club fermé, et quand quelqu'un comme Henri Lefebvre mettait votre nom sur une liste noire, aucune argumentation ne fonctionnait. Désespéré, Raphaël commença à accepter des emplois temporaires. Il déposa des CV dans des magasins, des supermarchés, des centres d'appel. Il décrocha un emploi d'assistant administratif dans une petite entreprise de comptabilité à Montreuil, gagnant moins d'un tiers de ce qu'il recevait auparavant. Il quittait la maison à 5 heures du matin, prenait 2 bus et un métro, travaillait 9 heures d'affilée et rentrait épuisé, seulement pour trouver Isabelle essayant de préparer le dîner, les mains encore tremblantes d'incertitude. Mais petit à petit, quelque chose commença à changer. Isabelle ne renonça pas. Au contraire, elle se renforça. Elle commença à regarder des vidéos sur son téléphone portable sur la cuisine, le ménage, l'organisation domestique. Elle notait tout dans son carnet, comme si elle étudiait pour un examen. Elle se levait tôt même sans en avoir besoin et préparait le café pour Raphaël avant qu'il ne parte. Début, c'était horrible, brûlé ou dilué, mais elle persévérait. Et quand elle réussit enfin à faire un café décent, elle pleura de joie comme si elle avait conquis le monde. Julie, voyant l'effort de sa belle-sœur, lui suggéra de chercher du travail aussi. « Tu ne peux pas attendre que Raphaël subvienne à tout seul. Tu dois te débrouiller. » Isabelle se mordit la lèvre. « Mais je ne sais rien faire. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. »« Alors tu apprendras, » répondit Julie catégorique. « Tout le monde commence quelque part. » C'est ainsi qu'Isabelle obtint son premier emploi. Dans une boulangerie à 3 pâtés de maison de son appartement, elle servait le café et vendait des pains. Le propriétaire, un monsieur portugais nommé Manuel, la regarda avec méfiance au début. « Avez-vous déjà travaillé dans le service client ?»« Non, » répondit Isabelle honnêtement, « mais j'apprends vite et j'ai vraiment besoin de ce travail. » Manuel l'embaucha plus par pitié que par conviction, lui versant un salaire minimum pour 6 heures par jour. Isabelle commença le lendemain, vêtue d'un tablier usé, apprenant à utiliser la machine à café, à couper le pain, à sourire aux clients de mauvaise humeur. Le premier jour, elle rentra chez elle les pieds enflés, le dos endolori et s'effondra sur le canapé comme si elle avait couru un marathon. Mais quand Raphaël arriva et qu'elle lui montra les 200 € qu'elle avait reçus en pourboire, ses yeux brillèrent de fierté. « J'ai réussi, » dit-elle, la voix nouée. « J'ai travaillé une journée entière et j'ai réussi. » Raphaël la serra fort dans ses bras, sentant l'odeur de café et de pain qui imprégnait maintenant ses cheveux. « Je suis fier de toi. » Et il l'était. Car pour la première fois, Isabelle n'était pas l'héritière des Dubois. Elle était juste Isabelle, une femme forte, battante, qui découvrait de quoi elle était capable. Les mois passèrent. L'hiver arriva, froid et implacable, et l'appartement sans chauffage central forçait Raphaël et Isabelle à dormir enlacés sous 3 couvertures. Julia, qui avait déménagé dans une chambre à l'arrière d'un cabinet médical où elle travaillait, laissa l'appartement entier au couple. Ils vivaient au jour le jour, comptant chaque centime, mangeant du riz et des lentilles presque tous les jours, réduisant les dépenses partout où c'était possible. Mais ils riaient aussi ensemble, faisaient l'amour comme s'il n'y avait pas de lendemain, et découvraient que le bonheur n'avait pas besoin d'argent pour exister. Isabelle se transforma. La femme fragile et perdue des premiers jours
céda la place à quelqu'un de déterminé, de résilient. Elle se lia d'amitié avec les clientes de la boulangerie, apprit leurs histoires et commença à voir le monde qui lui avait toujours été invisible. Elle rencontra Madame Célia, une femme âgée qui élevait seule 3 petits-enfants avec une misérable retraite. Elle rencontra Jessica, une jeune mère célibataire qui travaillait 12 heures par jour pour payer son loyer. Elle rencontra de vraies personnes, avec de vrais problèmes, et pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Raphaël, de son côté, commença à utiliser ses compétences d'administrateur différemment. Travaillant dans le petit cabinet comptable, il réalisa que de nombreux commerçants de la région avaient des problèmes de gestion élémentaire. Ils ne savaient pas calculer leur marge bénéficiaire, ne comprenaient pas le flux de trésorerie, prenaient des décisions financières désastreuses par manque de connaissances. Il commença à offrir des consultations gratuites le week-end, aidant les petits entrepreneurs à organiser leurs finances. La nouvelle se répandit, et bientôt Raphaël avait une file de personnes demandant de l'aide. Ce fut Madame Célia, la cliente de la boulangerie, qui lui donna l'idée. « Pourquoi n'ouvrez-vous pas un espace communautaire, un endroit où les gens pourraient apprendre ces choses? Dieu sait qu'on en a besoin. » L'idée résonna dans l'esprit de Raphaël. Il en parla à Isabelle, qui le soutint immédiatement. Ils réunirent le peu d'argent qu'ils avaient économisé, demandèrent des dons à la communauté et réussirent à louer une petite pièce dans un entrepôt abandonné. Ils peignirent les murs, mirent de vieilles chaises données par une école et ouvrirent l'Espace Dignité, un centre communautaire, où Raphaël donnait des cours gratuits d'éducation financière, de gestion de petites entreprises et de planification. Isabelle aidait à l'organisation, préparait le café pour les élèves et découvrit qu'elle avait un talent pour écouter les gens, pour comprendre leurs peines. Le projet commença modestement avec seulement 5 élèves la première semaine, mais le bouche à oreille fonctionna et en 2 mois, ils avaient plus de 50 personnes qui venaient régulièrement. Raphaël enseigna à un vendeur de crêpes à calculer son seuil de rentabilité, à une manucure à fixer correctement le prix de ses services, à un récupérateur de matériaux à économiser pour acheter un meilleur chariot. Et chaque petite victoire était célébrée comme si elle était immense. Mais tandis que Raphaël et Isabelle construisaient quelque chose de réel et d'honnête, loin des projecteurs, des tempêtes se formaient dans le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Henri Dubois était confronté à la plus grande crise de sa vie. Depuis qu'il avait chassé sa fille, les choses avaient commencé à s'effondrer. L'entreprise, qui avait toujours fonctionné comme une machine bien huilée, commença à présenter des problèmes. Des contrats furent perdus, des investisseurs retirèrent leur capital et des rumeurs de corruption commencèrent à circuler. Mais, responsable de cette débâcle silencieuse était Robert Mercier. Après s'être débarrassé de Raphaël, il avait été promu directeur financier, prenant le contrôle des décisions cruciales. Mais Mercier n'était pas compétent, seulement ambitieux. Il commença à détourner des fonds, à surfacturer des contrats, à prendre des décisions désastreuses qui remplissaient ses poches tout en détruisant l'entreprise de l'intérieur. Et Henri, aveuglé par l'arrogance et la douleur d'avoir perdu sa fille, ne s'en rendait pas compte. Il faisait confiance à Mercier, pensant que l'homme était loyal, alors qu'en réalité, il était un parasite préparant le coup final. Isabelle ne savait rien de tout cela. Elle avait coupé complètement les ponts avec son père, ne lisait pas les nouvelles sur l'entreprise, ne se souciait pas du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle était trop occupée à vivre, à aimer, à grandir. Mais une nuit, en rentrant de la boulangerie, elle percuta quelqu'un dans la rue. Quand elle leva les yeux, elle vit Marcel, son ancienne meilleure amie, fille d'un autre entrepreneur de l'élite parisienne. Marcel la regarda de haut en bas, choqué. « Isabelle ? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Isabelle hésita, mais hocha la tête. « Salut, Marcel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où vis-tu? Ton père te cherche désespérément. »« Non, » corrigea Isabelle, la voix ferme. « Il m'a chassé. C'était son choix. » Marcel baissa la voix, regardant autour d'elle comme si elle était impliquée dans une conspiration. « Tu dois savoir que son entreprise est en train de couler. Tout le monde en parle. On dit qu'elle fera faillite en moins d'1 an. » Isabelle sentit un pincement au cœur, mais se força à garder son calme. « Ce n'est plus mon problème. »« Mais c'est ton père, Isabelle. Il est malade. Il a eu un début d'infarctus le mois dernier. Il a besoin de... toi. »
Ces mots transpercèrent l'armure qu'Isabelle avait construite. Même si elle détestait la façon dont son père l'avait traitée, même si elle était heureuse de la vie qu'elle avait choisie, il restait son père. Et l'idée qu'il soit malade, seul, face à la ruine, toucha quelque chose de profond en elle. Quand elle en parla à Raphaël cette nuit-là, il la serra dans ses bras en silence pendant de longues minutes. « Que veux-tu faire » demanda-t-il sans jugement. « Je ne sais pas » admit-elle. Une partie de moi veut le laisser affronter les conséquences de ses propres choix. Mais une autre, partie à pitié. Tu n'as pas besoin de décider maintenant, dit Raphaël en lui embrassant le front. Et si tu décides d'aller le voir, je serai à tes côtés. Toujours. Isabelle s'endormit cette nuit-là, tourmentée par des rêves confus, où le passé et le présent se mêlaient de façon chaotique. Elle ne le savait pas encore, mais elle devrait prendre une décision bientôt, car Henri Dubois, têtu et fier, commençait enfin à réaliser qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes. Et quand il découvrirait la vérité sur Mercier, quand il verrait l'empire qu'il avait bâti s'effondrer entre les mains d'un traître, il aurait besoin d'aide. Et la seule personne en qui il pourrait vraiment avoir confiance était précisément celle qu'il avait chassée. Pendant ce temps, dans l'humble appartement de Belleville, Raphaël se coucha à côté d'Isabelle et l'observa dormir. Il n'avait plus l'emploi de ses rêves, pas d'argent, pas de sécurité. Mais il l'avait, elle. Et il avait quelque chose qu'il avait toujours cherché, un but. L'espace dignité changeait des vies, une à la fois, prouvant que l'éducation et l'opportunité étaient les seules vraies armes contre la pauvreté. « Tiens bon », lui murmura-t-il, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « On va tenir bon quoi qu'il arrive, parce que maintenant on sait qui on est. » Et dehors, dans Paris insomnieux et cruel, les rouages du destin continuaient de tourner, préparant l'affrontement final entre l'amour et le pouvoir, entre la vérité et l'ambition, entre ceux qui luttent avec honneur et ceux qui gagnent par la trahison. La tempête ne faisait que commencer. Isabelle passa 3 jours tourmentée par l'information que Marcel lui avait jetée au visage. 3 jours à peser ce que son père méritait contre ce que son cœur ressentait encore. Henri Dubois avait été cruel, inflexible, l'avait chassée comme si elle était un déchet. Mais il avait aussi été l'homme qui l'avait élevée seule après la mort de sa mère à la naissance, l'homme qui s'asseyait à côté de son lit quand elle faisait des cauchemars, l'homme qui, à sa manière tordue, croyait protéger sa fille. Raphaël ne fit aucune pression. Il connaissait Isabelle suffisamment bien pour savoir que cette décision devait venir d'elle, sans interférence. Il continua à travailler, à donner des cours à l'espace dignité, et chaque soir, il la serrait dans ses bras pendant qu'elle luttait contre ses propres démons. Jusqu'à un mercredi pluvieux, où Isabelle prit sa décision. « J'ai besoin de le voir », dit-elle pendant le petit déjeuner, la voix ferme mais les yeux humides. « Je ne retournerai pas chez lui. Je ne lui demanderai pas pardon d'avoir choisi Raphaël, mais j'ai besoin de le regarder dans les yeux et de connaître la vérité. » Raphaël lui tint la main sur la table. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Elle secoua la tête. « Je dois faire ça seule, mais merci de proposer. » Isabelle prit le métro jusqu'à la station du 16e arrondissement, puis marcha les 15 minutes jusqu'à la résidence fermée où se trouvait le manoir des Dubois. Le gardien à l'entrée la reconnut immédiatement et resta paralysé, ne sachant que faire. Elle n'était plus sur la liste des personnes autorisées, mais c'était la fille du patron. Après un appel téléphonique nerveux à la maison, il la laissa entrer. Le manoir était exactement comme elle s'en souvenait. Les jardins impeccables, les statues grecques éparpillées sur la pelouse, la fontaine de marbre au centre de l'entrée. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une sensation d'abandon, comme si l'endroit lui-même était en train de mourir lentement. Isabelle sonna et attendit, le cœur battant, fort contre ses côtes. Celle qui ouvrit la porte fut Madame Amélie, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis qu'Isabelle était bébé. La femme, habituellement sérieuse et posée, laissa échapper un sanglot en voyant la jeune femme. « Mademoiselle, mon Dieu, vous allez bien? Votre père... »« Je sais, » l'interrompit gentiment Isabelle. « Puis-je le voir ?» Amélie la conduisit le long des couloirs silencieux jusqu'au bureau où Henri passait la majeure partie de son temps. Il était assis derrière l'énorme bureau en acajou, mais il semblait plus petit, plus fragile. Il avait maigri,
Son visage était pâle, et quand il leva les yeux et vit sa fille debout à la porte, le masque de dureté qu'il avait toujours porté se fissura. « Isabelle, dit-il, la voix rauque. Elle entra et referma la porte derrière elle. Ils restèrent en silence pendant de longues secondes, se regardant simplement. Deux personnes qui partageaient le même sang mais vivaient sur des planètes différentes. Ce fut Henri qui rompit le silence. « Tu es revenu ?» dit-il, et il y avait de l'espoir dans sa voix, l'espoir que la fille prodigue avait enfin vu son erreur et venait demander pardon. « Je ne suis pas revenu, » corrigea immédiatement Isabelle. « Je suis venu parce que j'ai appris que tu étais malade, et parce que, malgré tout, je tiens encore à toi. » Le visage d'Henri se durcit à nouveau. « Tu vis avec cet opportuniste. »« Je vis avec l'homme que j'aime, et il n'est pas opportuniste. Il est plus honnête que quiconque ait jamais travaillé pour toi. » Henri souffla, mais n'avait pas la force de se disputer. « Tu travailles? Tu vis où? »« Je travaille dans une boulangerie. Je gagne un salaire minimum. Je vis dans un appartement de 2 pièces à Belleville, » répondit Isabelle, le menton levé avec fierté. « Et je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été dans cette prison dorée. » Les mots furent comme des coups de couteau dans la poitrine du vieux magnate. Il avait passé sa vie entière à construire un empire, pensant qu'il donnait le meilleur à sa fille, et maintenant il découvrait que tout ce qu'il avait construit était une prison. L'ironie était amère. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » murmura-t-il. « Le bonheur ne paie pas les factures, ne met pas de nourriture sur la table. Tu as raison, le bonheur ne paie pas les factures, mais le travail, oui. Et la dignité vaut plus que n'importe quel chèque que tu puisses signer. » Henri ferma les yeux, fatigué. « Pourquoi es-tu venu alors? Pour me frotter au nez à quel point tu vas mieux loin de moi ?» Isabelle s'approcha de la table, posa ses mains sur le bois poli. « Je suis venu parce que j'ai besoin de savoir la vérité. L'entreprise est-elle vraiment en faillite? Et es-tu vraiment malade? Ou est-ce encore un mensonge de Marcel ?» Henri ouvrit les yeux et, pour la première fois depuis qu'elle était entrée, Isabelle y vit de la peur. « Ce n'est pas un mensonge. J'ai eu un début d'infarctus il y a 6 semaines. Les médecins m'ont dit que je devais réduire le stress, mais comment le faire quand tout ce que j'ai construit s'effondre? »« Que se passe-t-il » demanda Isabelle, s'asseyant sur la chaise en face du bureau. Et alors Henri raconta tout. Il parla des contrats perdus, des investisseurs qui fuyaient, des dettes croissantes. Il expliqua comment il avait fait confiance à Robert Mercier, comment l'homme avait assumé des responsabilités cruciales et semblait faire un travail décent, mais les résultats n'apparaissaient tout simplement pas. Il parla de l'audit en cours qui révélerait bientôt le véritable état des finances de l'entreprise. Isabelle écouta tout en silence, traitant les informations. Puis elle posa la question cruciale. « Fais-tu vraiment confiance à Mercier ?» Henri fronça les sourcils. « Pourquoi cette question ?»« Parce que Raphaël a toujours dit qu'il était ambitieux et traître. Il disait qu'il faisait de la politique sale, qu'il manipulait les informations. Tu l'as renvoyé, mais tu as promu justement l'homme qui le poignardait dans le dos. » « Raphaël était jaloux, » répondit Henri, mais sa voix n'avait aucune conviction. « Raphaël n'a pas une once de jalousie dans le corps. Il est beaucoup de choses, mais mesquin n'en fait pas partie. » Isabelle se pencha en avant. « Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu vraiment revu les chiffres pour la dernière fois? Pas les rapports que Mercier te donne, mais les vrais chiffres, les comptes bancaires, les contrats. » Henri resta silencieux. La vérité était que, depuis qu'il avait chassé sa fille, il s'était éloigné de l'opérationnel de l'entreprise. La douleur, la culpabilité qu'il n'admettait pas, et le début d'infarctus l'avaient rendu plus absent. Il avait fait confiance à Mercier parce que c'était plus facile, parce qu'il n'avait pas la force de questionner. « Tu penses qu'il me vole ?» demanda Henri, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mais je pense que tu devrais enquêter avant qu'il ne soit trop tard. » Henri regarda sa fille, et à ce moment-là, il vit à quel point elle avait changé. Ce n'était plus la jeune fille incertaine qui obéissait sans poser de questions. C'était une femme forte, déterminée, quelqu'un qui avait affronté le monde et survécu. Et pour la première fois, il ressentit de la fierté. Mais il ressentit aussi de la honte d'avoir mis si longtemps à voir. « Je suis désolé, » dit-il soudain, les mots sortant brisés, « pour ce que je t'ai fait, pour ce que j'ai dit sur ce garçon. »
J'avais tort. Isabelle sentit les larmes brûler, mais ne les laissa pas couler. Tu avais tort, mais je te pardonne, parce que garder de la rancune ne fait que me blesser, et je suis fatigué de me blesser. Henri tendit sa main sur la table, tremblante, et Isabelle la saisit. Ils restèrent ainsi un long moment, père et fille se reconnectant à travers un silence qui en disait plus que n'importe quel mot. « J'ai besoin de ton aide », admit enfin Henri, et pour un homme comme lui, demander de l'aide était comme avaler des couleuvres. « Je ne sais plus à qui faire confiance, et si Mercier me vole vraiment, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les finances, qui soit honnête, pour découvrir la vérité. » Isabelle savait exactement où il voulait en venir. « Tu veux Raphaël ? Je sais que je n'ai pas le droit de demander, pas après ce que j'ai fait. Mais c'est la seule personne dont je suis sûr qu'elle ne mentira pas par intérêt. » Isabelle respira profondément. « Je ne répondrai pas pour lui. Tu devras lui demander personnellement. Et s'il dit non, tu devras respecter, compris ?» Henri acquiesça, vaincu mais plein d'espoir. Isabelle quitta le manoir 2 heures plus tard, la tête tourbillonnante de tout ce qu'elle avait découvert. Elle retourna à l'appartement de Belleville et trouva Raphaël en train de terminer son cours pour un groupe de commerçants locaux. Elle attendit qu'il ait fini, observant de loin la façon dont il expliquait des concepts complexes avec simplicité, la façon dont les élèves l'écoutaient avec un respect sincère. Cet homme, pensa-t-elle, vaut plus que n'importe quelle fortune. Quand les élèves partirent, Raphaël s'approcha d'elle, essuyant la sueur de son front. « Comment ça s'est passé ?» Isabelle raconta tout. L'état de santé de son père, la crise de l'entreprise, les soupçons concernant Mercier, et enfin, la demande. Raphaël écouta sans l'interrompre, le visage indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle quand elle eut fini. Raphaël se dirigea vers la fenêtre du petit espace, regardant la rue animée dehors. « Je pense que ton père m'a humilié. Il m'a renvoyé publiquement, a répandu des mensonges sur moi, a détruit ma réputation. Il serait juste que je le laisse couler par ses propres choix. » Isabelle sentit son cœur se serrer, mais elle comprit. Raphaël avait tout à fait le droit de refuser. Mais alors il continua. « Cependant, la vengeance ne construit rien, et si je laisse un homme couler par orgueil, je ne suis pas meilleur que lui. » Il se tourna vers elle. « Je vais aider, mais avec des conditions. Premièrement, il doit venir ici et me le demander personnellement. Deuxièmement, je ne retourne pas à l'entreprise. Je ferai un audit indépendant, découvrirai la vérité et remettrai les résultats. Troisièmement, si je prouve que Mercier est corrompu, ton père devra reconstruire l'entreprise sur la base de l'éthique et non de l'exploitation. » Isabelle traversa l'espace et l'embrassa, désespérée, reconnaissante, amoureuse. « Tu es incroyable. Tu sais ça ?»« Non. J'essaie juste d'être l'homme que ma mère m'a appris à être. » Le lendemain, un samedi pluvieux, Henri Dubois descendit d'une Mercedes noire devant l'espace Dignité. Il regarda autour de lui, le quartier populaire, les enfants courant pieds nus dans la boue, l'entrepôt rénové à la peinture écaillée. C'était le monde d'où venait Raphaël, le monde qu'Isabelle appelait maintenant sa maison, et pour la première fois, Henri comprit ce qu'il avait perdu en essayant de tout contrôler. Raphaël était à l'intérieur, rangeant des chaises, quand Henri entra. Les 2 hommes se regardèrent, le silence lourd comme du plomb. Ce fut Henri qui parla le premier, et les mots sortirent difficilement, étouffés. « Je me suis trompé à ton sujet, et je suis venu m'excuser, et demander de l'aide. » Raphaël étudia l'homme devant lui. Il vit la fragilité, l'orgueil blessé, mais il vit aussi quelque chose qu'il n'attendait pas, la sincérité. « Isabelle m'a parlé de ta proposition. J'accepte, mais avec les conditions que je lui ai données. »« J'accepte tes conditions. Toutes. » Raphaël tendit la main. « Alors nous avons un accord. » Henri lui serra la main, et dans ce geste simple, quelque chose changea. Ce n'était pas un pardon complet, pas une amitié instantanée. Mais c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur le respect plutôt que sur l'argent. Les jours suivants, Raphaël plongea dans les registres financiers de Dubois Participation. Henri avait réussi à obtenir l'accès au système sans alerter Mercier, et Raphaël commença à fouiller. Il travaillait la nuit, après son travail de comptable et ses cours à l'espace Dignité.
les yeux rivés sur l'écran du vieil ordinateur, suivant les traces de transactions suspectes. Isabelle l'aidait quand elle le pouvait, lui apportant du café, prenant des notes, étant ses yeux quand il était trop fatigué pour voir clairement. Et c'est elle qui a trouvé la première preuve réelle. Dans une vieille archive oubliée sur un serveur, il y avait un contrat de prestation de service avec une entreprise fantôme. La signature était celle de Mendonça, mais l'argent n'était jamais revenu. « Regarde ça », montra Isabelle à Raphaël, pointant les chiffres sur l'écran. Raphaël analysa les yeux plissés. « C'est du blanchiment d'argent, et s'il y en a un, il y en a d'autres. » Et il y en avait. Plus Raphaël fouillait, plus le tableau devenait putride. Mendonça avait créé un réseau complexe de sociétés écrans, de détournement de fonds, de surfacturation. Il ne se contentait pas de voler, il démantelait systématiquement l'entreprise, transférant des actifs vers des comptes à l'étranger, préparant le terrain pour laisser Henri Dubois avec une coquille vide pendant qu'il s'enfuyait avec des millions. Le plan était brillant dans sa cruauté. Mendonça savait qu'Henri était fragilisé. Il savait que le vieil homme lui faisait aveuglément confiance, et il utilisait cela pour détruire l'empire de l'intérieur. En quelques mois, l'entreprise ferait faillite. Les créanciers prendraient tout, et Mendonça serait sur une plage des Caraïbes, vivant comme un roi. Mais il ne comptait pas sur Raphaël. Il ne comptait pas sur la détermination d'un homme qui avait grandi dans la lutte et savait reconnaître un prédateur quand il en voyait un. Raphaël compila tout dans un dossier de preuves irréfutables. Documents, virements bancaires, emails compromettants que Mendonça pensait avoir supprimés mais qui étaient archivés sur le serveur. Quand il eut terminé, il avait suffisamment de matériel non seulement pour licencier Mendonça, mais pour le faire emprisonner pendant des décennies. « C'est prêt », dit Raphaël à Isabelle, une nuit les yeux rouges de fatigue. « J'ai tout. » Isabelle l'embrassa, sentant son corps trembler d'épuisement et de soulagement. « Tu as sauvé l'entreprise de mon père. Tu l'as sauvé, lui. »« Je ne l'ai pas sauvé pour lui, » murmura Raphaël contre ses cheveux. « Je l'ai sauvé parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que, si l'on laisse les corrompus gagner sans se battre, on devient complice. » Le lundi suivant, Henri convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'entreprise. Mendonça arriva confiant, pensant que ce n'était qu'une autre réunion de routine. Mais quand il entra dans la salle et vit Raphaël assis à côté d'Henri, le sang se glaça dans ses veines. « Que fait-il ici » demanda Mendonça, essayant de paraître indigné. « Asseyez-vous tous » ordonna Henri aux membres du conseil. Et puis, avec Raphaël à ses côtés projetant les preuves sur l'écran, il présenta tout. Les détournements, les sociétés écrans, les faux contrats. La salle fut plongée dans un silence de mort, tandis que les chiffres s'accumulaient, tandis que la vérité grotesque se révélait. Mendonça tenta de nier, tenta de rejeter la faute sur des subordonnés. Mais les preuves étaient incontestables. Sa signature était partout, ses emails prouvaient l'intention, ses comptes à l'étranger avaient été tracés. « Vous êtes viré, » dit Henri, la voix glaciale, « et vous êtes arrêté. La police a déjà été alertée. » Comme si cela avait été répété, 2 policiers entrèrent dans la salle. Mendonça fut menotté là même, devant tout le monde, et emmené sous des cris de protestation auxquels personne ne crut. La salle resta silencieuse après son départ, tous assimilant l'ampleur de la trahison. Henri se tourna vers Raphaël. « Merci, tu as sauvé tout ce que j'ai construit. » Raphaël hocha la tête. « Maintenant, c'est à vous. Reconstruisez cela de la bonne manière. » Et puis il quitta la salle, laissant derrière lui le monde de l'entreprise une fois de plus, retournant à l'endroit où il appartenait vraiment. L'espace d'unité, où des personnes réelles avec des problèmes réels cherchaient des solutions honnêtes. Isabelle l'attendait à la porte, et quand elle le vit sortir, elle courut l'embrasser. « C'est fini ?»« C'est fini », confirma Raphaël, épuisé mais soulagé. Mais tandis qu'ils s'embrassaient sur le trottoir, aucun des 2 ne savait que l'histoire était loin d'être terminée, car les secrets ont des couches et les vérités ont des conséquences, et ce qui allait arriver mettrait à l'épreuve non seulement leur amour, mais l'essence même de ce qu'ils étaient. L'arrestation de Robert Mendonça fit la une de tous les journaux économiques du pays. Les médias transformèrent l'affaire en scandale national, disséquant chaque détail de la fraude, chaque centime détourné, chaque mensonge construit.
Le nom Participation Dubois était dans tous les titres, mais cette fois non pas comme un symbole de succès, mais comme un exemple de la façon dont la corruption peut corroder même les empires les plus solides. Henri Dubois donna des interviews, assumant la responsabilité d'avoir fait aveuglément confiance, promettant de restructurer l'entreprise avec une transparence totale. Et dans toutes les interviews, il mentionna Raphaël Lefebvre comme l'homme qui avait tout sauvé, l'analyste brillant qui avait été injustement licencié et qui avait fait preuve de caractère en aidant même après l'humiliation. Raphaël regarda les interviews depuis l'appartement à Montreuil, avec Isabelle à ses côtés, et ressentit un étrange mélange de satisfaction et de malaise. Satisfaction parce que la vérité avait triomphé, parce que Mendonça payait pour ses crimes. Malaise parce qu'il ne voulait pas être un héros, il ne voulait pas les projecteurs, il ne voulait pas que sa vie devienne un spectacle. Il voulait juste continuer à travailler à l'espace dignité, aidant de vraies personnes, vivant en paix avec la femme qu'il aimait. Mais le monde ne laisse pas les héros en paix. Dans les jours qui suivirent l'exposition, Raphaël commença à recevoir des appels. Des entreprises lui offrèrent des emplois, des chasseurs de tête promettaient des salaires astronomiques, même des invitations à donner des conférences dans des universités. Tous voulaient un morceau de l'homme qui avait démasqué le plus grand scandale corporatif de l'année. Raphaël refusa tout. Chaque appel, chaque proposition, chaque tentative de le coopter vers le monde qu'il avait laissé derrière lui. « Tu es sûr ?» demanda Isabelle un soir, après qu'il eut raccroché au nez d'un recruteur particulièrement insistant. « Certaines de ces propositions paieraient 10 fois ce que tu gagnes maintenant. » Raphaël la tira sur ses genoux, le visage sérieux. « Et je serai 10 fois plus malheureux. Tu crois que je veux retourner dans ce monde? Des réunions insensées, des gens faux, des politiques de bureau? J'aime ce que je fais maintenant, Bella. J'aime voir le visage des gens quand ils comprennent enfin comment sortir de leurs dettes, quand ils parviennent à organiser leur première vraie entreprise. Cela vaut plus que n'importe quel salaire. » Isabelle sourit, les yeux brillants de fierté. « Je t'aime, tu le sais? Je sais. Et je sais aussi que tu me caches quelque chose depuis quelques semaines. » Son sourire vacilla. Raphaël l'avait remarqué. Bien sûr qu'il l'avait. Il remarquait toujours tout. Isabelle avait été plus fatiguée dernièrement, plus émotive, et certains matins, elle courait aux toilettes avec des nausées qu'elle essayait de dissimuler. Elle avait fait le test 3 jours auparavant, avait vu les 2 lignes apparaître sur le bâtonnet en plastique et avait paniqué. Non pas parce qu'elle n'en voulait pas, mais parce que le moment était horrible. Ils arrivaient à peine à payer le loyer et vivaient à la limite, et maintenant un bébé, comment s'en sortirait-il? « Raphaël, commença-t-elle, la voix tremblante. Il posa un doigt sur ses lèvres, doucement. « Tu es enceinte. » Ce n'était pas une question, c'était une constatation, et Isabelle sentit les larmes exploser. Elle hocha la tête, incapable de parler, attendant sa réaction. Peur qu'il soit en colère, qu'il se sente piégé, qu'il l'aime moins pour cela. Mais Raphaël fit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Il rit. Un rire fort, sincère, plein de joie pure. Et puis il la prit dans ses bras et la fit tourner, même dans l'espace minuscule de l'appartement, riant et pleurant en même temps. « Un bébé, on va avoir un bébé », répétait-il, comme s'il avait besoin de le dire à voix haute pour y croire. Isabelle le regarda, confuse et soulagée. « Tu n'es pas en colère? »« En colère? Pourquoi? C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue de ma vie. Mais on n'a pas d'argent, Raphaël. On arrive à peine à payer nos factures. Comment allons-nous élever un enfant ?» Raphaël la reposa au sol, tint son visage entre ses mains. De la même manière que tout le monde sans argent élève des enfants. Avec amour, avec travail, avec sacrifice. Ma mère m'a élevé seule, en gagnant moins que ce que nous gagnons ensemble. Si elle a réussi, nous le pouvons aussi. Isabelle permit enfin à la joie de l'emporter sur la peur. Elle serra Raphaël fort, sentant son cœur battre rapidement contre le sien, et pour la première fois depuis qu'elle avait vu ces 2 lignes, elle se permit de rêver. Un bébé, leur enfant. Un petit morceau d'eux marchant dans le monde. Mais le bonheur a une façon cruelle d'attirer les tempêtes. 2 semaines après l'annonce de la grossesse, Isabelle commença à saigner. C'était un samedi matin. Elle était seule à la maison car Raphaël était allé à l'espace dignité pour donner un cours supplémentaire. La douleur commença, soudainement aiguë et effrayante, et quand elle regarda en bas et vit le sang,
La panique s'empara d'elle. Elle réussit à appeler Raphaël, la voix brisée par la terreur. « Raphaël, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du sang, beaucoup de douleur, je... »« Reste calme, j'arrive. Appelle les urgences, je te rejoindrai là-bas. » Isabelle appela une ambulance, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut une éternité de douleur et de peur, de prières silencieuses pour que son bébé survive, pour qu'il ne soit pas trop tard. Raphaël arriva aux urgences avant elle. Il l'attendait à l'entrée quand l'ambulance s'arrêta et entra avec elle en lui tenant la main, murmurant des promesses qu'il ne savait pas s'il pourrait tenir. Les médecins l'emmenèrent en courant à la salle d'urgence, laissant Raphaël dehors, impuissant et terrifié. Il arpenta le couloir pendant des heures, priant un Dieu auquel il ne croyait pas toujours, négociant avec l'univers. Si on lui enlevait Isabelle, si on lui enlevait le bébé, il ne survivrait pas, il ne le supporterait tout simplement pas. Henri arriva 1 heure plus tard. Isabelle avait demandé à une infirmière de l'appeler, dans un moment de lucidité entre les contractions de douleur. Le vieil homme d'affaires entra à l'hôpital, pour la première fois, en montrant une réelle vulnérabilité, les yeux rouges, les mains tremblantes. Quand il vit Raphaël, les 2 hommes se regardèrent, et toutes les différences entre eux disparurent. Ils n'étaient que 2 personnes qui aimaient la même femme, unies par la terreur de la perdre. « Comment va-t-elle » demanda Henri, la voix rauque. « Je ne sais pas, les médecins ne disent de rien, ils ont juste dit qu'ils faisaient de leur mieux. » Henri s'assit à côté de Raphaël sur le banc inconfortable du couloir et les 2 attendirent ensemble. Julia arriva 1 demi-heure plus tard, accompagnée de Madame Amélie et même de quelques habitués de l'espace Dignité qui avaient appris la nouvelle. Le couloir se remplit de monde, de différents horizons, tous unis par l'inquiétude pour Isabelle. 4 heures d'attente s'écoulèrent avant qu'un médecin ne sorte enfin de la salle. Il était fatigué, le visage grave, et Raphaël sentit son cœur s'arrêter quand il le vit s'approcher. « Elle va bien », dit le médecin, et Raphaël laissa échapper un soupir si profond qu'il sentit ses jambes fléchir. C'était un décollement placentaire. Grave, mais nous avons réussi à le contrôler. Le bébé va bien aussi, mais ce sera une grossesse à haut risque à partir de maintenant. Elle aura besoin d'un repos absolu et d'un suivi médical constant. « Puis-je la voir » demanda Raphaël, la voix brisée. « Dans quelques minutes. Laissez-la se calmer d'abord. » Quand ils l'eurent finalement autorisé, Raphaël entra dans la salle et trouva Isabelle pâle, fatiguée mais vivante. Elle pleura quand elle le vit, tendit les bras, et il courut l'embrasser, prenant soin de ne pas lui faire de mal. « Notre bébé est vivant, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Il est vivant, Raphaël. »« Je sais, mon amour. Tout va bien maintenant. » Mais tout n'allait pas bien. Pas complètement. Le médecin avait été clair. Isabelle avait besoin de repos, de soins médicaux coûteux, d'une grossesse étroitement surveillée, et il n'avait pas l'argent pour cela. L'assurance maladie de base de Raphaël ne couvrait pas les grossesses à haut risque, et les coûts privés étaient astronomiques. Ce fut Henri qui résolut la situation. Il entra dans la chambre après que Raphaël fut sorti chercher de l'eau, s'assit à côté du lit de sa fille et lui tint la main. « Je vais m'occuper de tout, » dit-il, la voix ferme. « Médecin, médicaments, tout ce dont tu auras besoin. Ce n'est pas pour acheter ton pardon, c'est parce que tu es ma fille et que j'ai failli te perdre aujourd'hui. Et je ne commettrai pas l'erreur de laisser l'orgueil me gêner à nouveau. » Isabelle serra la main de son père, trop reconnaissante pour refuser. « Merci. Et il y a autre chose. Je veux que toi et Raphaël veniez vivre au manoir, au moins jusqu'à la naissance du bébé. Tu as besoin d'espace, de confort, de soins que cet appartement ne peut pas offrir. » Isabelle secoua immédiatement la tête. « Je ne peux pas. Raphaël n'accepterait jamais. Alors aide-moi à le convaincre, s'il te plaît. Pour toi, pour mon petit-fils. » Quand Raphaël revint et qu'Henri fit la proposition, la réponse fut exactement celle à laquelle Isabelle s'attendait. « Non, merci, mais non. »« Ce n'est pas de la charité, » insista Henri. « C'est la bonne chose à faire. Isabelle a besoin de soins. Tu travailles toute la journée, tu ne peux pas rester avec elle. Julia travaille aussi. Au manoir, il y a des gens pour aider, il y a de l'espace, il y a une structure. Et il y a toi qui me traites comme si je te devais des faveurs pour le reste de ma vie, » répondit Raphaël le ton dur. « Je ne serai dépendant de personne. »
Même pas pour elle? Henri désigna Isabelle sur le lit. Raphaël regarda la femme qu'il aimait, vit la fatigue, sur son visage, la fragilité, et sentit quelque chose se briser en lui. Il détestait l'idée d'accepter l'aide de son beau-père, il détestait la sensation d'être acheté, mais Isabelle en avait besoin. Et le bébé en avait besoin. Seulement jusqu'à la naissance du bébé, céda-t-il finalement, et je continue de travailler, je continue avec l'espace dignité, je ne serai pas traité comme un bibelot. Ce ne sera pas différent, assura Henri. Et c'est ainsi que, dans un revirement qu'aucun d'eux n'attendait, Raphaël et Isabelle déménagèrent au manoir des Dubois. Isabelle fut installée dans l'une des chambres du rez-de-chaussée, transformée en suite médicale complète, avec infirmière privée et tout l'équipement nécessaire. Raphaël resta dans la chambre d'à côté, refusant la suite parentale qu'Henri avait offerte. Il maintint sa routine, se levait tôt, allait travailler à la comptabilité, donnait des cours à l'espace dignité le soir, et ne rentrait au manoir que pour dormir et rester avec Isabelle. Les premiers jours furent tendus. Raphaël se sentait déplacé entre le marbre et l'or, mal à l'aise avec les domestiques qui insistaient pour le servir, irrité par Henri qui tentait de l'inclure dans des conversations d'affaires. Mais Isabelle était le pont entre les deux mondes. Elle riait des malaises de Raphaël, calmait son père quand il devenait impatient, et peu à peu, la cohabitation devint moins hostile. Isabelle, contrainte au repos absolu, commença à utiliser son temps de manière productive. Elle créa un groupe de soutien en ligne pour les femmes enceintes à haut risque, partageant sa propre expérience, apportant un soutien émotionnel. Elle commença également à écrire un blog sur son parcours, de l'héritière gâtée à la femme indépendante, et la réponse fut écrasante. Des milliers de femmes s'identifiaient, partagèrent leurs propres histoires de lutte et de dépassement. Isabelle découvrit qu'elle avait une voix, que ses mots importaient, qu'elle pouvait faire la différence même allongée dans un lit. Le blog attira l'attention des médias. Des émissions de télévision voulèrent l'interviewer, des magazines demandèrent des articles exclusifs. Et Isabelle, qui fuyait auparavant les projecteurs, les embrassait désormais, mais avec un but. Elle parlait d'inégalité sociale, de machisme, de la façon dont la richesse ne garantit pas le bonheur. Elle parlait de Raphaël et de l'espace dignité, dirigeant des dons et des bénévoles vers le projet. Soudain, le petit entrepôt de la banlieue Est recevait des ressources, de nouveaux meubles, des ordinateurs donnés par des entreprises et même des offres de partenariat avec la mairie. Raphaël, qui a toujours été réticent à la publicité, dut accepter que la visibilité aidait plus de gens. Et si son histoire, si leur histoire, pouvait inspirer d'autres à se battre pour une vie meilleure, alors l'exposition en valait la peine. Mais tout n'était pas rose. La célébrité apporta aussi des regards critiques. Certains accusaient Isabelle d'être opportuniste, d'utiliser sa grossesse pour gagner des abonnés. D'autres attaquaient Raphaël, disant qu'il était malin, qu'il s'était bien débrouillé en se mettant avec la fille de son patron. Les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux étaient cruels, inventifs dans la méchanceté. Isabelle essayait d'ignorer, mais certaines piques l'atteignaient. Un après-midi particulièrement difficile, après avoir lu un commentaire la traitant de fausse, elle fondit en larmes. Raphaël la trouva ainsi, tenant son téléphone portable d'une main tremblante, le visage rouge d'avoir pleuré. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Ils ont raison, sanglota-t-elle. Je suis fausse. Je suis ici, dans le manoir de mon père, faisant semblant de savoir ce que c'est d'être pauvre, alors que j'ai une infirmière privée et un médecin de garde. Qui est-ce que je crois tromper ?» Raphaël lui retira le téléphone de la main et le posa à côté. « Tu n'es pas fausse. Tu as vraiment vécu dans la pauvreté. Tu as vraiment travaillé. Tu as ressenti ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Être ici maintenant à cause de la grossesse n'efface pas tout ce que tu as vécu. Et ce que tu fais, donner une voix à d'autres femmes, c'est réel. Ne laisse personne te faire douter de cela. Mais, et s'ils avaient eu raison? Et si je redevenais l'héritière gâtée dès que le bébé sera né ?» Raphaël tint son visage, la forçant à le regarder dans les yeux. « Tu crois que je le permettrais? Bella, tu as changé, vraiment. Et ce changement est irréversible. Tu peux vivre n'importe où, avoir n'importe quelle quantité d'argent, mais tu te souviendras toujours de ce que c'est de vivre de l'autre côté, et cela te rend différente. » Isabelle hocha la tête,
encore incertaine mais voulant croire. Je t'aime tellement que ça fait mal. Je t'aime aussi et je continuerai à t'aimer, peu importe où nous vivons ou combien d'argent nous avons, parce que je ne suis pas tombé amoureux de l'héritière, je suis tombé amoureux de toi. La grossesse avança par à-coups. Il y eut 2 autres alertes, 2 autres courses à l'hôpital, 2 autres fois où Raphaël pensa qu'il perdrait tout. Mais le bébé était un battant, tout comme sa mère, et il tenait bon. Lors des échographies, quand il voyait le petit cœur battre fort à l'écran, Raphaël et Isabelle pleuraient de soulagement et de gratitude. Henri, petit à petit, se transforma également. La présence de sa fille et de son gendre à la maison, l'attente de son petit-fils, amollit quelque chose en lui. Il commença à sortir moins pour travailler, passer plus de temps à discuter avec Isabelle, à poser des questions sur Raphaël, s'intéressant sincèrement à leur vie. Et un soir, après le dîner, il appela Raphaël dans son bureau. « Je veux te faire une proposition », dit Henri, servant 2 verres de whisky. Raphaël accepta le verre mais ne but pas. « Si c'est pour que je revienne à l'entreprise, la réponse est non. Non, ce n'est pas ça, je veux investir dans l'espace dignité. Je veux en faire un projet plus grand qui puisse aider plus de gens, non pas comme propriétaire, mais comme sponsor. Tu continues de tout contrôler, je ne fais que mettre l'argent. » Raphaël étudia l'homme en face de lui. Il chercha des signes de manipulation, d'arrière-pensée, mais ne vit que de la sincérité. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie à construire un empire sans but. J'ai amassé des fortunes, détruit des concurrents, et pour quoi faire? Pour presque perdre la seule chose qui compte vraiment, ma fille. Tu m'as montré qu'on pouvait faire différemment, et je veux en faire partie, même si ce n'est qu'en tant que celui qui paie les factures. Raphaël but le whisky d'un trait, sentant le liquide brûler en descendant. J'accepte, mais à une condition. Tu viendras à l'espace, tu rencontreras les gens, tu mettras les mains dans le cambouis. Je ne veux pas d'un sponsor invisible. Je veux quelqu'un qui comprenne pourquoi ce travail est important. Henri sourit, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, le sourire était sincère. Compte sur moi. Et c'est ainsi qu'une nouvelle phase commença. Henri se mit à fréquenter l'espace dignité, au début mal à l'aise et visiblement déplacé, mais s'impliquant peu à peu. Il conversait avec les élèves, écoutait leurs histoires et commençait à comprendre que le monde était bien plus vaste que le bureau en verre où il avait passé sa vie. La transformation d'Henri ne passa pas inaperçue auprès des médias. L'homme d'affaires intransigeant devenant philanthrope fit les gros titres, mais cette fois de manière positive. Et le plus impressionnant, c'est que cela semblait authentique. Il était réellement en train de changer, redécouvrant des valeurs qu'il avait perdues depuis longtemps. Mais tandis que la famille se reconstruisait, tandis que le bébé grandissait protégé dans le ventre d'Isabelle, d'autres dangers se formaient dans l'ombre. Car Robert Mendonça, emprisonné et en attente de jugement, n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite en silence. Et de sa prison, il commença à orchestrer une dernière vengeance, une qui serait dévastatrice. Robert Mendonça avait de nombreux défauts, mais il n'avait jamais été stupide. Il savait que son emprisonnement était irréversible, que les preuves contre lui étaient trop solides pour être contestées. Mais il savait aussi qu'en France, même derrière les barreaux, il était possible d'exercer une influence à condition d'avoir les bonnes connexions et suffisamment d'argent caché. Et Mendonça avait les deux. Dans les mois précédant son procès, il utilisa chaque appel téléphonique autorisé, chaque visite d'avocat, chaque faille du système pour tisser sa toile de vengeance. Non pas contre Henri Dominguin, qui était déjà trop vieux et brisé pour être une menace. Sa vengeance était dirigée contre Raphaël, l'homme qui avait détruit ses plans et exposé ses crimes. Et la meilleure façon de détruire Raphaël était d'attaquer ce qu'il aimait le plus. Mendonça engagea un détective privé corrompu, un ancien policier qui opérait dans la zone grise de la loi. L'objectif était simple, fouiller profondément dans le passé de Raphaël, trouver tout ce qui pourrait être utilisé contre lui. Des saletés, des scandales, n'importe quoi. Et s'il ne trouvait rien, qu'il invente. Il y avait toujours quelqu'un prêt à témoigner de mensonges pour de l'argent. Le détective revint 3 semaines plus tard avec un rapport. Et ce qu'il y avait là, c'était de la pure dynamite, mais pas de la manière que Mendonça attendait. Il ne s'agissait pas directement de Raphaël, mais de sa mère, Lucie Dupont, 25 ans auparavant.
quand Raphaël n'avait que 3 ans, Lucie avait travaillé brièvement comme femme de ménage dans l'une des premières entreprises qu'Henri Domingues avait montées. Elle n'y était que depuis 2 mois lorsqu'elle fut licenciée sommairement, accusée de vol. Un collier en or avait disparu du bureau du gérant et Lucie, l'employée la plus récente et la plus pauvre, fut immédiatement blâmée. Elle nia, implora, pleura, mais personne ne la crut. Elle fut licenciée sans préavis et avec sa réputation détruite. La fausse accusation la suivit pendant des années, l'empêchant de trouver d'autres emplois. Elle dut accepter des travaux encore plus dégradants. Dans des conditions pires, tout cela parce que quelqu'un avait volé un collier et décidé de la blâmer. Le détail crucial, le détail que l'enquêteur découvrit en fouillant d'anciens dossiers, était que celui qui avait porté l'accusation, celui qui avait insisté sur le licenciement de Lucie sans enquête adéquate, était Henri Domingues lui-même. Jeune, arrogant et impitoyable, il n'avait pas hésité à détruire la vie d'une femme innocente parce que c'était plus facile que de découvrir la vérité. Mendonça lut le rapport 3 fois, un sourire cruel se dessinant sur son visage. C'était parfait, mieux que tout ce qu'il aurait pu inventer. Raphaël, l'homme intègre qui avait sauvé l'entreprise d'Henri, ne savait pas que son beau-père avait détruit la vie de sa mère des décennies auparavant. Et quand il le découvrirait, quand la vérité éclaterait, leur relation se briserait en 1000 morceaux. Isabelle se retrouverait au milieu, forcée de choisir entre son père et son mari. Et Mendonça, même de sa prison, aurait sa vengeance. Il chargea son avocat de faire fuiter l'information à la presse. Pas directement, bien sûr, mais par l'intermédiaire de sources anonymes, de manière à ce que cela semble avoir été découvert par des journalistes d'investigation. Et la bombe explosa un mardi ensoleillé d'avril, alors qu'Isabelle était à son 8e mois de grossesse. Le titre était dans tous les journaux. L'entrepreneur qui a sauvé l'empire d'Henri Domingues est le fils de la femme que le magnate a détruite il y a des décennies. L'article était détaillé avec d'anciens documents, des entretiens avec d'anciens employés qui se souvenaient de l'affaire et des spéculations sur le fait de savoir si Raphaël connaissait le lien lorsqu'il s'était impliqué avec Isabelle. Il y avait des photos de Lucie jeune, des documents de licenciement et même une chronologie reliant les points. Raphaël était à l'espace Dignité quand Julie l'appela désespérée. « Tu as vu les nouvelles ? C'est partout, Raphaël, à propos de maman, de ce qu'Henri a fait. » Raphaël sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ouvrit son téléphone, vit les titres et dut s'asseoir avant que ses jambes ne cèdent. Il lut l'article en entier, chaque mot étant comme un coup de poing dans l'estomac. Sa mère. Henri Domingues avait détruit sa mère, et il ne le savait pas. Il ne l'avait jamais su parce que Lucie n'avait jamais mentionné que le nom de l'entreprise, se référant toujours seulement à cet endroit où ils m'ont injustement accusé. Raphaël n'avait jamais fait le lien car pour lui, le nom Domingues n'était entré dans sa vie que lorsqu'il avait obtenu l'emploi, des années après la mort de sa mère. La rage monta en lui comme une vague rouge et aveuglante. Tout ce que Raphaël avait construit, tout le respect qu'il avait développé pour Henri ces derniers mois, tout se brisa en quelques secondes. Cet homme avait détruit sa mère, l'avait jetée dans la misère, l'avait marqué d'une fausse accusation qui l'avait poursuivi jusqu'à sa mort. Et Raphaël avait sauvé son entreprise. Il avait dormi sous son toit. Il avait laissé sa femme vivre dans sa maison. Raphaël prit les clés de la voiture de prêt qu'il utilisait et se dirigea vers le manoir comme une fusée. Il entra par la porte, ignorant les employés effrayés, monta les escaliers d'un pas lourd et envahit le bureau d'Henri sans frapper. Le vieil homme était au téléphone, probablement déjà en train de gérer la crise d'image, mais il raccrocha immédiatement en voyant l'expression sur le visage de Raphaël. « C'est vrai ?» demanda Raphaël, la voix tremblante de fureur contenue. « Vous avez détruit ma mère ? Vous l'avez accusée de vol ? Vous l'avez licenciée sans enquête ?» Henri ferma les yeux, lourdement. « Raphaël !»« Répondez !» cria Raphaël, frappant la table de ses mains. « Oui » admit Henri, la voix basse. « Mais je ne savais pas que c'était votre mère. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui, quand les nouvelles sont sorties. Je jure que je n'en avais aucune idée. » « Et ça change quoi ? Vous avez détruit sa vie. Elle a passé des années sans trouver d'emploi décent à cause de cette fausse accusation. Elle a travaillé jusqu'à s'épuiser, littéralement s'épuiser, parce que vous étiez trop lâche pour découvrir la vérité. J'étais jeune, j'étais arrogant, j'ai pris une mauvaise décision, commença Henri,
mais Raphaël le coupa. Vous n'avez pas pris une mauvaise décision. Vous avez détruit une personne innocente parce que c'était plus facile, plus commode. Et vous savez ce qui est pire, je vous ai pardonné. Je vous ai aidé. J'ai dormi chez vous alors que vous aviez le sang de ma mère sur les mains. Raphaël, s'il vous plaît. Henri se leva, tendant la main, mais Raphaël recula comme si le toucher était venimeux. Ne me touchez pas. Je terminerai ce que j'ai promis parce que j'ai donné ma parole, mais après cela, je ne veux plus vous voir. Et sortez Isabelle d'ici, aujourd'hui. Elle est enceinte, elle a besoin de soins. Henri tenta d'argumenter. Et je prendrai soin d'elle. Comme je l'ai toujours fait, avant que vous n'apparaissiez avec votre argent sale voulant acheter l'absolution. Raphaël se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Ma mère est morte à 52 ans, détruite par le travail acharné et la tristesse. Elle était innocente. Et vous l'avez tuée de la même manière. N'attendez pas mon pardon car vous ne l'aurez jamais. Raphaël sortit en claquant la porte, descendit les escaliers ignorant Henri qui criait son nom et se dirigea directement vers la chambre où se trouvait Isabelle. Elle était assise sur le lit, l'ordinateur portable sur les genoux, des larmes coulant sur son visage. Elle avait également lu les nouvelles. « Raphaël, commença-t-elle, mais il la coupa gentiment. « Nous partons, maintenant. Mais le médecin a dit que j'avais besoin de repos, que je ne pouvais pas me stresser, argumenta Isabelle, bien qu'elle comprît. Alors je vous porte, mais vous ne restez pas un jour de plus dans cette maison. Isabelle vit la douleur dans ses yeux, la trahison, la colère, et accepta. Elle appela Madame Amélie, demanda de l'aide pour préparer l'essentiel, et en moins de 2 heures, elle était assise sur le siège passager de la voiture, retournant à l'appartement de Montreuil. Henri tenta de l'empêcher, s'arrêta devant la voiture, les supplia de rester. Mais Raphaël le contourna simplement et continua sa route. L'appartement était exactement comme il l'avait laissé des mois auparavant. Petit, exigu, mais honnête. Raphaël aida Isabelle à s'installer sur le canapé-lit, appela l'infirmière privée pour l'informer du changement d'adresse, puis s'assit par terre à côté d'elle et laissa finalement les larmes couler. « Il a tué ma mère, Bella », sanglota Raphaël, la voix brisée. Pas de ses propres mains, mais il l'a tuée. Et j'étais là, acceptant son aide, le laissant payer les choses, faisant semblant qu'il avait changé. Isabelle glissa du canapé au sol. À côté de lui, le serra fort malgré son énorme ventre. « Il a changé, Raphaël. L'homme qui a fait ça à ta mère n'est pas le même homme aujourd'hui. Les gens changent. Mais et s'il ne change pas? Et si tout n'était que mensonge, que manipulation? » « Non, ce n'est pas le cas, » dit Isabelle avec conviction. « Je connais mon père. Il est beaucoup de mauvaises choses, mais quand il s'excuse vraiment, il est sincère, et il s'excusera. Tu verras. » Mais Raphaël n'était pas prêt à entendre des excuses. La blessure était fraîche, saignante, et faisait mal d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Depuis la mort de sa mère, il avait mis cette douleur dans une boîte et l'avait verrouillée. Mais maintenant, la boîte avait explosé, et tout le deuil, toute la colère, tout l'amour non réciproque revenait d'un coup. Henri tenta d'appeler, tenta d'envoyer des messages, mais Raphaël bloqua son numéro. Il tenta d'apparaître à l'espace Dignité, mais Raphaël refusa de le recevoir. Il tenta d'envoyer des fleurs, des cadeaux, même une lettre manuscrite, mais tout revenait intact. Et pour la première fois de sa vie, Henri, Domingues comprit ce que c'était d'être vraiment seul. Non pas seul par choix, mais seul en conséquence de ses actions. L'histoire devint un scandale national. Des émissions de télévision débattaient de l'éthique de la situation. Des chroniqueurs spéculaient sur les motivations de Raphaël, et les réseaux sociaux se divisèrent. Certains défendaient Raphaël, disant qu'il avait tout le droit d'être furieux. D'autres l'attaquaient, insinuant qu'il était dramatique, que c'était arrivé il y a longtemps, qu'Henri avait déjà payé en aidant financièrement. La pression était immense, écrasante, et Raphaël fit la seule chose qu'il pouvait. Il se déconnecta des réseaux sociaux, ignora les nouvelles et se concentra sur les soins d'Isabelle et du bébé à venir. Mais Isabelle était inquiète, non seulement pour Raphaël, mais aussi pour son père. Henri l'appelait tous les jours, sa voix de plus en plus faible, de plus en plus brisée. Il retombait malade, son cœur ne supportait plus le stress et la culpabilité, et Isabelle, prise entre les 2 hommes qu'elle aimait, ne savait plus quoi faire. Ce fut Julie qui apporta la nouvelle qui allait tout changer. Elle avait enquêté de son propre chef,
voulant mieux comprendre ce qui était arrivé à sa mère des décennies auparavant. Et elle découvrit quelque chose de crucial. Le collier n'avait jamais été volé. Il avait été retrouvé des mois plus tard, tombé derrière un classeur dans le bureau. Il y avait même un ancien registre, archivé dans un coin oublié du système, confirmant que le collier avait refait surface et que l'accusation contre Lucie Dupont était officiellement fausse. Mais pourquoi personne ne l'a-t-il averti? Demanda Raphaël, incrédule. Parce qu'à ce moment-là, elle était déjà loin, déjà oubliée, et personne ne s'est suffisamment soucié de la chercher pour s'excuser, expliqua Julie, montrant les documents qu'elle avait trouvés. Mais le registre existe, il est là. Votre mère était innocente et cela peut être prouvé officiellement. Raphaël tint les papiers de main tremblante. C'était la preuve que sa mère avait toujours voulu, la validation qu'elle était morte sans recevoir. Et maintenant, des années plus tard, il l'avait enfin. Mais elle n'était pas vivante pour le voir. Elle ne saurait jamais que son honneur avait été restauré. « Je dois lui apporter ça, » dit Raphaël soudainement. « À Henri ?» demanda Julie, surprise. « Oui, il doit voir, il doit comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il a détruit. Et puis je ne sais pas. Mais il doit savoir. » Isabelle, qui avait tout entendu depuis la chambre, sentit l'espoir pour la première fois depuis des jours. Peut-être n'était-il pas trop tard. Peut-être y avait-il encore un moyen de réparer ce qui était brisé. Raphaël se rendit au manoir cet après-midi-là. Les employés le laissèrent entrer sans questionner, et il trouva Henri dans le même bureau, mais l'homme était différent. Plus maigre, plus pâle, plus vieux. Le poids de la culpabilité le consumait littéralement. « Raphaël !» Henri se leva, immédiatement. « Taisez-vous et écoutez !» Raphaël le coupa, mais sans la colère d'avant. Il posa les documents sur la table. « Ceci est la preuve que ma mère était innocente. Le collier a été retrouvé. Elle n'a jamais rien volé. Et cela était archivé dans votre système tout ce temps. » Henri prit les papiers, lut avec une attention croissante, et quand il eut fini, s'effondra sur la chaise, le visage dans les mains. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait à cette femme ?»« Vous l'avez détruite, » dit Raphaël la voix, ferme mais sans cruauté. « Mais ce n'était pas seulement vous, c'était un système entier qui décide que les pauvres sont toujours coupables, qu'ils ne méritent pas le bénéfice du doute. Vous n'étiez qu'une partie de ce système. »« Cela ne m'absout pas, » murmura Henri. « Non, cela n'absout pas. Mais comprendre est le premier pas vers le changement. » Henri leva les yeux, rouge de larmes. « J'ai changé, Raphaël. Je jure que j'ai changé. L'homme qui a fait cela n'existe plus. » Raphaël étudia l'homme devant lui pendant de longues secondes. Il voyait la sincérité, il voyait le repentir sincère, mais il voyait aussi les cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. « Je vous crois, » dit-il finalement. « Mais cela ne signifie pas que je pardonne. Le pardon ne fonctionne pas comme ça. C'est un processus, et cela prendra du temps. Autant de temps qu'il vous faudra. Ne m'éloignez juste pas de ma fille et de mon petit-fils. S'il vous plaît. » Raphaël hocha la tête. « Vous pouvez les voir, mais avec des limites. Et si vous dépassez les bornes une seule fois, c'est fini, compris ? Compris, et merci. De me donner une chance que je ne mérite pas. » Raphaël quitta ce manoir en se sentant étrangement léger. Il n'avait pas pardonné, pas complètement, mais il avait fait le premier pas pour se libérer de la colère. Et c'était déjà ça. Quand il revint à l'appartement, il trouva Isabelle ayant des contractions. Le bébé arrivait 3 semaines avant la date prévue, et il n'y avait plus de temps pour les drames ou les rancœurs. Il n'y avait que la vie insistant pour naître, pour apporter de l'espoir même au milieu du chaos. Raphaël emmena Isabelle en courant à l'hôpital. Julie l'accompagna. Et même Henri apparut une demi-heure plus tard, restant dans la salle d'attente, les mains jointes en prière. Et quand, 6 heures plus tard, le cri d'un bébé résonna dans les couloirs, tous pleurèrent ensemble. De soulagement, de joie, de gratitude, car malgré tout, la vie avait gagné une fois de plus. Le bébé naquit pesant seulement 2,3 kg, petite et fragile, mais avec des poumons puissants qui criaient son existence au monde. C'était un garçon avec les yeux sombres de son père et la forme délicate du visage de sa mère. Raphaël le tint pour la première fois de main tremblante, terrifié que sa force puisse blesser cet être si minuscule, si parfait. Les larmes coulaient sans contrôle,
tandis qu'il regardait son fils, ce morceau de lui et d'Isabelle qui respirait maintenant indépendamment, qui existait hors du ventre, qui était réel. « Salut, petit guerrier !» murmura Raphaël, la voix étranglée. « Ton père est là, et il le sera toujours. » Isabelle, épuisée mais radieuse, observait depuis le lit d'hôpital, le cœur débordant d'un amour si intense qu'il lui faisait physiquement mal. Elle avait accouché sans anesthésie, car des complications n'avaient pas permis de préparation adéquate. Elle avait crié, pleuré, tenu la main de Raphaël si fort qu'elle y avait laissé des marques. Mais maintenant, voyant son mari tenir leur fils, tout en valait la peine. Chaque seconde de douleur, chaque moment de peur, tout avait valu le coup. Henri était dans la salle d'attente quand l'infirmière apporta la nouvelle. Un garçon, prématuré mais en bonne santé, et la mère allait bien. Il demanda la permission de voir son petit-fils, s'attendant à ce que Raphaël refuse. Mais à sa surprise, Raphaël accepta. Quand Henri entra dans la chambre et vit ce bébé minuscule, quand Raphaël le plaça soigneusement dans les bras tremblants du grand-père, quelque chose se brisa définitivement à l'intérieur du vieux magnate. Il regarda cet enfant, si fragile, si dépendant, et pensa à toutes les personnes qu'il avait écrasées au cours de sa vie. Des gens comme Lucie, comme les milliers d'anonymes qui avaient souffert pour qu'il puisse accumuler sa fortune. Et pour la première fois, il comprit vraiment le poids de ses choix. « Comment allez-vous l'appeler » demanda Henri, la voix tremblante. Raphaël et Isabelle se regardèrent. Ils avaient discuté de noms pendant des mois. Mais aucun n'avait semblé juste jusqu'à ce moment. Ce fut Isabelle qui répondit, et la réponse fit s'effondrer Henri. « Lucas. Lucas Dupont Dominguez. » Henri comprit la signification. Dupont d'abord, honorant la famille de Raphaël, honorant Lucie qui avait été injustement traitée. Et Dominguez ensuite, non pas comme un symbole de richesse, mais comme la responsabilité de porter ce nom de famille avec la dignité que les générations précédentes n'avaient pas eue. C'était un honneur qu'il ne méritait pas, mais qu'il lui offrait quand même. Et cette générosité, après tout, fut ce qui brisa finalement son armure. Henri pleura en tenant. Son petit-fils pleura toutes les larmes qu'il avait réprimées pendant des décennies, pleura pour la mère que Lucas ne connaîtrait jamais, mais dont il porterait l'héritage. Et quand il rendit le bébé à Raphaël, il dit seulement « Merci de me laisser faire partie de cela. Je promets d'être un meilleur grand-père que je n'ai été père. » Isabelle tendit la main à son père et Henri la tint comme une planche de salut. « Tu as une seconde chance, papa. Ne la gâche pas. » Les premiers jours à la maison furent un tourbillon de couches, de pleurs, nocturnes et d'anxiété constante. Lucas devait manger toutes les 3 heures, se réveillait en criant au milieu de la nuit, et Raphaël, comme Isabelle, vivait dans un état perpétuel d'épuisement. Le minuscule appartement de Montreuil devint encore plus exigu avec le berceau improvisé, les vêtements de bébé séchant sur des étendoirs, et l'odeur de lait et de talc imprégnant chaque recoin. Raphaël continuait de travailler, mais maintenant, il rentrait à la maison et prenait en charge les soins de Lucas pour qu'Isabelle puisse se reposer. Il apprit à changer les couches dans le noir, à bercer son fils tout en chauffant le biberon, à chanter des berceuses qu'il inventait sur le moment. Et il découvrit qu'être père était simultanément la chose la plus effrayante et la plus gratifiante qu'il ait jamais faite. Chaque sourire du bébé, même ceux que l'on disait n'être que des gaz, faisait que tout en valait la peine. Isabelle, quant à elle, luttait contre la dépression post-partum dont personne ne l'avait avertie. Il y avait des jours où elle pleurait sans raison apparente, des jours où elle se sentait la pire mère du monde, des jours où elle voulait simplement disparaître. Mais Raphaël était là, toujours, la tenant quand elle s'effondrait, lui rappelant que c'était normal, que ça passerait, qu'elle était incroyable et faisait un travail merveilleux. Julie devint la tante la plus présente du monde, apparaissant après ses gardes pour aider, apportant des plats qu'elle préparait elle-même, s'occupant de Lucas pour que le couple puisse dormir quelques heures d'affilée. Et Henri, étonnamment, apparaissait également. Non pas avec des cadeaux coûteux ou des chèques en blanc, mais avec des couches du supermarché avec des offres d'aide sincères. Il s'asseyait sur le canapé et tenait Lucas pendant que Raphaël prenait sa douche ou restait à endormir le bébé pendant qu'Isabelle parvenait à manger quelque chose de chaud pour la première fois de la journée. La transformation d'Henri était remarquable.
L'homme qui mesurait un jour sa valeur en fortunes accumulées trouvait désormais satisfaction à faire son ro à un bébé. Et ce n'était pas pour la galerie, ce n'était pas pour marquer des points. C'était sincère. Il essayait véritablement d'être une meilleure personne, et tout le monde autour de lui pouvait le voir. L'espace Dignité continuait de fonctionner, désormais avec plus de ressources grâce aux dons qu'Isabelle avait attirés via son blog. Raphaël fit venir des bénévoles pour aider à donner les cours, lui permettant de passer plus de temps à la maison avec Lucas sans abandonner le projet. Et l'impact ne cessait de croître. De petits commerçants prospéraient, des familles sortèrent de l'endettement, des jeunes obtenaient leurs premiers emplois. L'espace était devenu un pilier de la communauté. Mais la vie, comme toujours, réservait d'autres surprises. Lorsque Lucas eut 2 mois, Raphaël reçut un appel inattendu. C'était d'une émission de télévision nationale, un célèbre talk-show présenté par une journaliste respectée. Il voulait raconter l'histoire complète de lui et d'Isabelle, non pas comme un scandale, mais comme un exemple de dépassement de soi et d'amour véritable. La productrice garantit que ce serait respectueux, qu'ils auraient le contrôle sur ce qui serait diffusé et qu'ils pourraient utiliser la plateforme pour parler de l'espace Dignité et de sa mission. Raphaël hésita. L'exposition était la dernière chose qu'il voulait. Mais Isabelle vit l'opportunité différemment. Pense à toutes les personnes qui vont s'inspirer. Combien de jeunes femmes prises dans des situations similaires à la mienne vont voir qu'il est possible d'en sortir. Combien d'hommes comme toi qui pensent n'avoir aucune chance vont réaliser qu'un travail honnête et le caractère valent plus qu'un nom de famille. Et s'ils déforment tout, et s'ils utilisent dans notre histoire pour faire du sensationnalisme? Questionna Raphaël, toujours sceptique. Alors on se battra. Mais je pense que le risque en vaut la peine. Ils acceptèrent. L'enregistrement fut programmé pour 3 semaines plus tard, un temps suffisant pour qu'Isabelle se remette complètement et pour que Raphaël organise ses idées. Henri offrit son service de presse pour les aider à se préparer, et pour la première fois, Raphaël accepta son aide sans ressentiment. L'interview fut enregistrée dans un studio à Paris avec un public en direct. Raphaël était nerveux, les mains moites, mais Isabelle le tint fermement et murmura « On dit la vérité, c'est tout. La vérité est toujours suffisante. » La présentatrice était une femme d'une 50aine d'années, nommée Marianne Gued, connue pour son journalisme humanisé et ses interviews émouvantes. Elle commença par poser des questions sur le début, sur la façon dont ils s'étaient rencontrés, et Raphaël et Isabelle racontèrent tout. Le coup de foudre lors du gala, les rendez-vous secrets, la passion qui grandit malgré les obstacles. Ils parlèrent du licenciement, d'Isabelle choisissant l'amour au détriment de la fortune, des premiers jours difficiles dans le minuscule appartement. Quand vint le moment de parler de Lucie, Raphaël sentit sa gorge se serrer. Mais il respira profondément et raconta, à propos de sa mère qui avait travaillé jusqu'à en mourir, de la fausse accusation qu'il avait poursuivie, de la découverte des décennies plus tard que son beau-père avait été responsable de cette injustice. Le public resta dans un silence absolu, certaines personnes pleurant ouvertement. « Et comment avez-vous géré cette découverte ?» demanda Marianne, douce mais directe. « Avec beaucoup de colère au début, » admit Raphaël. « Je voulais haïr Henri. Je voulais qu'il souffre comme ma mère avait souffert. Mais j'ai alors réalisé que la colère ne faisait que me blesser. Et que lui, l'homme qui avait fait cela, n'existe plus. Les gens peuvent changer et il a vraiment changé. Henri Domingues est ici aujourd'hui, annonça Marianne, et la caméra se tourna vers le public, où Henri était assis, visiblement ému. « Monsieur Domingues, qu'avez-vous à dire à propos de tout cela ?» Henri se leva avec difficulté, les jambes tremblantes. Il monta sur scène, et Raphaël et Isabelle se levèrent pour l'accueillir. « J'ai détruit la vie d'une femme innocente par arrogance et paresse. Je n'ai pas enquêté, j'ai juste accusé et ignoré, comme si les gens pauvres étaient jetables. Et il m'a fallu 50 ans pour comprendre le mal que j'avais fait. Mais grâce à Raphaël, grâce à ma fille, j'ai eu la chance d'essayer d'être meilleur. Et je promets, pour la mémoire de Lucie Mendès, que je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer les erreurs que j'ai commises. » Le public éclata en applaudissements, non pas pour une rédemption facile, mais pour l'honnêteté brute. Et quand Henri et Raphaël s'étreignirent sur scène, ce n'était pas une mise en scène, c'était réel. C'étaient 2 hommes reconnaissant la douleur l'un de l'autre et choisissant de construire quelque chose de nouveau sur les ruines.
L'interview devint virale. Des millions de vues dans les 24 premières heures, sujet tendance sur tous les réseaux sociaux, articles dans les journaux internationaux. Mais plus important que les chiffres furent les messages qui commencèrent à arriver. Des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de dépassement, d'amours improbables, de pardons qui semblaient impossibles, mais qui s'étaient produits. L'espace Dignité reçut tant d'offres de dons et de bénévolat qu'ils durent ouvrir une liste d'attente. Des entreprises commencèrent à approcher Raphaël, offrant des partenariats, non, pas pour l'embaucher, mais pour répliquer le modèle de l'espace Dignité dans d'autres villes. Et c'est ainsi que naquit le projet Réseau Dignité, une franchise sociale où chaque communauté pourrait ouvrir son propre espace, adapté aux besoins locaux, mais suivant les mêmes principes d'éducation financière, d'autonomisation et de dignité humaine. Henri offrit un investissement initial, mais précisa qu'il n'en serait pas propriétaire, seulement sponsor. Et plus encore, il commença à utiliser son influence dans le monde des affaires pour promouvoir de réels changements. Il fit pression pour de meilleurs salaires, des conditions de travail dignes, une transparence financière. Certains collègues, entrepreneurs, le traitèrent de traître à sa classe, d'idéaliste, mais il s'en fichait. Il avait gâché trop de temps à être le mauvais homme. Isabelle retourna travailler, mais pas à la boulangerie. Elle fut embauchée par une organisation non gouvernementale, ONG, en tant que coordinatrice de projets sociaux destinés aux femmes en situation de vulnérabilité. Elle utilisa son expérience, son histoire, sa voix pour faire une réelle différence. Et elle découvrit qu'elle avait du talent pour cela, pour écouter des histoires de douleur et les transformer en plans d'action, en chemin vers le dépassement de soi. Lucas grandissait vite, un bébé, joufflu et souriant, qui conquérait tout le monde autour de lui. Henri était le grand-père le plus gaga que Paris ait jamais vu, apparaissant chaque jour à l'appartement avec un nouveau jouet, même quand Raphaël se plaignait de ne plus avoir de place. Julie continuait d'être la tante présente, la meilleure amie d'Isabelle et la confidente de Raphaël. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des fins de mois difficiles, des discussions sur l'argent, des nuits sans sommeil quand Lucas était malade, mais c'était réel, c'était honnête, c'était à eux. Un samedi après-midi, 6 mois après la naissance, de Lucas, Raphaël reçut une nouvelle qui l'anéantit. Le juge responsable de l'affaire de Robert Mendonça avait prononcé la sentence, 23 ans de prison ferme, sans possibilité de réduction de peine pendant les 5 premières années. Mendonça avait tenté de négocier une peine réduite en échange d'informations, mais les autorités avaient estimé qu'il n'avait pas d'informations suffisamment pertinentes pour justifier une réduction. Raphaël ressentit une satisfaction amère. Justice avait été rendue, mais cela ne ramenait pas sa mère. Cela n'effaçait pas les années de souffrance. C'était juste un point final à une histoire qui n'aurait jamais dû arriver. Cette nuit-là, Raphaël demanda à Isabelle de rester avec Lucas pendant qu'il sortait. Elle ne demanda pas où, elle acquiesça simplement, comprenant qu'il avait besoin d'un moment seul. Raphaël prit le métro jusqu'au cimetière, où Lucie était enterrée, un endroit simple dans un quartier de l'Est parisien, loin des cimetières-jardins de l'élite. Il n'y était pas allé depuis des mois, trop occupé par la vie, mais cette nuit-là, il ressentit le besoin d'être près d'elle. Il s'assit sur l'herbe à côté de la modeste pierre tombale et lui parla comme si elle pouvait l'entendre. Il lui parla de Lucas, de la perfection de son petit-fils. Il lui parla d'Isabelle, de l'amour qu'il avait trouvé malgré toutes les probabilités contraires. Il lui parla de l'espace Dignité et de la façon dont il changeait des vies. Et il lui parla d'Henri, d'un pardon qui était encore difficile, mais qui se produisait peu à peu. « J'ai fait ce que tu m'as appris, maman, » dit Raphaël, la voix étranglée. « J'ai gardé ma dignité. Je n'ai pas laissé la colère me consumer. Et j'ai construit quelque chose dont tu serais fier. » Le vent souffla doucement, faisant balancer les arbres autour, et Raphaël choisit de croire que c'était sa réponse. Il resta là pendant 1 heure de plus, dans le silence du cimetière, faisant la paix avec le passé et se préparant à embrasser pleinement l'avenir. Quand il rentra chez lui, il trouva Isabelle et Lucas endormis sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. Il s'arrêta à la porte et observa simplement, le cœur débordant de gratitude. C'était sa famille. Non celle dont il était né, mais celle qu'il avait choisie.
et elle valait plus que toute fortune qu'Henri Dominguez aurait pu offrir. Raphaël prit Lucas avec précaution, le porta jusqu'à son berceau, puis revint chercher Isabelle. Elle se réveilla un peu étourdie, se plaignant de pouvoir marcher seule, mais le laissa la porter jusqu'au lit. Et quand ils se couchèrent ensemble, enlacés dans l'obscurité de la minuscule chambre, Isabelle murmura « Je t'aime tellement que parfois j'ai l'impression que mon cœur va exploser. » Raphaël rit doucement, embrassa son front. « Moi aussi. Et tu sais ce qui est encore mieux? On a construit ça tout seul. Personne ne nous l'a donné. Personne ne l'a acheté. C'est à nous. »« C'est à nous, » répéta Isabelle, et elle s'endormit en souriant. Mais pendant qu'ils dormaient en paix, prêts à affronter ensemble tout défi que l'avenir apporterait, ils ne savaient-ils pas qu'il y avait encore un dernier test qui les attendait. Un test qui déterminerait non seulement leur avenir, mais l'héritage qu'ils laisseraient à Lucas et aux générations futures. Car les histoires d'amour véritables ne sont jamais simples, et la leur était loin d'être terminée. Lucas venait de fêter son premier anniversaire lorsque la proposition qui allait tout changer arriva. C'était un mardi matin. L'appartement était dans un chaos organisé de jouets éparpillés et de vêtements de bébé séchant sur l'étendoir lorsque Raphaël reçut un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil se trouvait le maire de Paris, ou plutôt son attaché de presse, demandant une réunion urgente. Raphaël crut d'abord à un canular, mais la femme insista, envoya des accréditations, et 2 heures plus tard, il était assis dans un bureau pompeux de la mairie, essayant de comprendre ce qui se passait. Le maire était un homme jeune pour le poste, dans la quarantaine, élu sur une plateforme progressiste qui promettait de réduire les inégalités sociales. Il serra fermement la main de Raphaël et alla droit au but. « Monsieur Mendes, je suis votre travail depuis des mois. Ce que vous avez fait avec l'espace Dignité, et maintenant avec le réseau Dignité, est exactement le type d'initiative que nous devons multiplier. Je veux vous offrir un partenariat officiel avec la mairie. Non seulement un investissement financier, mais aussi une structure, des professeurs bénévoles, une intégration avec d'autres programmes sociaux, et je veux que vous dirigiez cela en tant que secrétaire spécial à l'inclusion économique. » Raphaël resta paralysé, une fonction publique, à la mairie. Avec un salaire, une équipe, un budget, c'était l'occasion d'amplifier l'impact de son travail à une échelle qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul. Mais cela signifiait aussi entrer dans le monde de la politique, avec tous ses pièges, ses compromis et ses concessions. Cela signifiait moins de temps avec Lucas, moins de temps avec Isabelle, moins de contrôle sur le projet qu'il avait créé. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit Raphaël honnête. « Ce n'est pas une décision que je peux prendre seul. Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine. Le budget de l'année prochaine est en cours de finalisation, et j'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous. » Raphaël quitta la mairie, la tête qui tourne. Il appela immédiatement Isabelle, lui raconta tout, et elle resta silencieuse au bout du fil pendant de longues secondes avant de répondre. « On en parlera quand tu rentreras à la maison, et appelle mon père aussi. Je pense qu'il doit faire partie de cette conversation. » Cette nuit-là, assis autour de la petite table de la cuisine, Lucas dormant déjà dans son berceau, les trois discutèrent de la proposition. Henri, étonnamment, fut le plus prudent. « La politique est un terrain miné, Raphaël. Vous pouvez avoir les meilleures intentions, mais le système corrompt. J'ai vu cela arriver à des hommes bien meilleurs que moi. Et, s'ils acceptent, ils essaieront de vous utiliser. Ils voudront associer votre nom à des projets avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ils feront pression pour que vous fassiez des concessions. Mais je peux aussi aider beaucoup plus de gens, » argumenta Raphaël clairement divisé. « Avec les ressources de la mairie, je peux ouvrir 100 espaces Dignité, 1000. Je peux changer la ville entière. »« Ou tu peux te perdre en essayant, » ajouta Isabelle, douce mais réaliste. « Mon amour, je soutiens toute décision que tu prendras. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Peux-tu faire de la politique? Peux-tu négocier, céder, sourire à des gens que tu sais corrompus? » Raphaël se prit la tête dans les mains, fatigué. « Je ne sais pas. Mais comment puis-je refuser une telle chance? Comment puis-je regarder les gens que nous aidons et dire que j'ai choisi mon confort au lieu d'aider davantage? » « Personne ne te dit de choisir le confort, » dit Henri. « Nous te disons de choisir avec sagesse. La politique a du pouvoir, oui,
mais elle a aussi un prix. Et le prix peut être ton âme. La conversation se poursuivit jusqu'au petit matin, les arguments allant et venant jusqu'à ce qu'ils se parviennent finalement à une décision. Raphaël accepterait la proposition, mais avec des conditions non négociables. Premièrement, il aurait une autonomie totale sur les projets, sans ingérence politique. Deuxièmement, il continuerait à vivre dans son appartement du 14e arrondissement, n'accepterait ni avantages ni privilèges. Troisièmement, si à tout moment il sentait qu'il était coopté par le système, il démissionnerait sans se retourner. Le maire accepta toutes les conditions, trop impatient d'avoir Raphaël dans son équipe pour discuter des détails. Et ainsi, par une journée ensoleillée d'octobre, Raphaël Mendes fut investi secrétaire spécial à l'inclusion économique de la ville de Paris. La cérémonie fut simple, sans faste, mais la présence de dizaines d'élèves de l'espace Dignité rendit le tout spécial. C'étaient les personnes qu'il représentait, les personnes pour lesquelles il avait accepté le défi. Les premiers mois furent intenses. Raphaël monta une équipe petite mais compétente, la plupart formée de personnes qu'il avait rencontrées dans le travail social, des gens qui comprenaient la réalité des quartiers populaires parce qu'ils en venaient. Ils commencèrent par cartographier les zones les plus vulnérables de la ville, identifiant les leaders communautaires, écoutant les besoins réels avant d'imposer des solutions descendantes. Et puis, méthodiquement, ils commencèrent à ouvrir de nouveaux espaces Dignité, chacun adapté à la réalité locale. Isabelle retourna étudier, commença un master en gestion de projets sociaux, déterminée à être la partenaire de Raphaël, non seulement en amour, mais aussi au travail. Lucas grandissait entouré de tendresse, partageant son temps entre les grands-mères improvisées du voisinage qui adoraient s'occuper de lui, sa tante Julie qui le gâtait sans vergogne, et son grand-père Henri qui s'était transformé en l'homme le plus présent que personne n'attendait. Henri, d'ailleurs, fit quelque chose qui surprit même sa fille. Il annonça sa retraite des participations Domingue, nomma un PDG engagé envers l'éthique et la durabilité, et fit don de la majeure partie de sa fortune à une fondation portant le nom de Lucie Mendes. La fondation Lucie Mendes financerait des bourses d'études pour les jeunes des communautés défavorisées, soutiendrait les mères célibataires et défendrait les travailleurs victimes de fausses accusations. C'était la manière d'Henri d'honorer la mémoire de la femme qu'il avait détruite, et de tenter, même si ce ne serait jamais suffisant, de réparer une partie du mal qu'il avait fait. La nouvelle du don fit la une nationale. Henri Domingues, le magnate implacable, faisant don, 2 milliards à la charité. Beaucoup l'accusèrent d'être un coup de marketing, d'autres d'être une culpabilité cherchant à acheter l'absolution. Mais ceux qui le côtoyaient savaient que c'était réel. Henri n'essayait pas d'acheter le pardon, il essayait de vivre avec lui-même. Et cette différence était tout, mais tout n'était pas harmonie. 6 mois après avoir pris ses fonctions, Raphaël commença à ressentir la pression qu'Henri avait prévue. Des conseillers municipaux voulaient qu'il soutienne des projets douteux en échange du déblocage de fonds pour son programme. Des entrepreneurs offraient des pots de vin déguisés en partenariat, et le maire lui-même, qui avait promis l'autonomie, commença à suggérer à Raphaël d'être plus flexible, plus politique. La goutte d'eau qui fit déborder le vase vint lorsque le maire demanda à Raphaël d'apparaître à un événement aux côtés d'un entrepreneur connu pour ses pratiques de travail abusives, tout cela parce que l'homme avait promis un don important pour la campagne de réélection. Raphaël refusa catégoriquement. Le maire insista, et Raphaël, fidèle à sa parole, démissionna. Il rassembla simplement ses affaires, écrivit une lettre publique expliquant les raisons et partit. La lettre devint virale en quelques heures, exposant les pressions qu'il avait subies, les stratagèmes qu'il avait découverts, la corruption déguisée en politique. Le maire nia tout, traita Raphaël d'ingrat et d'idéaliste, mais le mal était fait. L'opinion publique se rangea du côté de Raphaël, et le maire ne se remit jamais du scandale. Mais le plus important ne fut pas la vengeance contre le maire. Ce fut le mouvement que la démission de Raphaël inspira. Des dizaines de fonctionnaires honnêtes qui depuis des années travaillaient étouffés par le système, commencèrent à se manifester. Ils dénoncèrent des stratagèmes, exposèrent la corruption, créèrent un réseau de résistance au sein même du gouvernement. Et soudain, ce qui semblait être une défaite, le départ de Raphaël de son poste, se transforma en une victoire bien plus grande.
Il avait planté des graines de changement qui fleuriraient même sans lui. Raphaël retourna à l'espace dignité, au travail de base, au contact direct avec les gens. Et il réalisa qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'à ce moment-là, libre des contraintes de la fonction, libre de faire ce en quoi il croyait sans avoir à négocier ses principes. Le réseau Dignité continua de croître, désormais financé par des dons privés et par la fondation Lucie Mendes, sans dépendre de l'argent public et de ses conditions. Isabelle termina son master avec mention et fut invitée à donner des cours dans une université privée sur la gestion sociale. Elle accepta, découvrant qu'elle adorait enseigner, qu'elle avait du talent pour inspirer les jeunes à choisir des carrières avec un but. Et Lucas, qui avait maintenant 2 ans et demi, était un enfant bavard et curieux qui adorait jouer à l'espace Dignité, entouré de personnes de tous âges, qui le traitaient comme la mascotte officielle du projet. Par un après-midi chaud de janvier, tandis que Raphaël donnait un cours sur la planification financière à un groupe de jeunes entrepreneurs, Isabelle apparut à la porte de la salle avec une expression qu'il connaissait bien. C'était la même expression qu'elle avait lorsqu'elle avait découvert sa première grossesse. Il interrompit le cours, s'excusa et alla vers elle. « Je suis de nouveau enceinte », murmura Isabelle, les yeux brillants. « 3 mois. J'ai fait le test aujourd'hui. » Raphaël la prit dans ses bras et la fit tournoyer, riant fort, tandis que les élèves applaudissaient sans comprendre exactement ce qui se passait, mais heureux de la joie contagieuse. Un 2e enfant. Leur famille s'agrandissait. La vie continuait. Mais la nouvelle vint avec une surprise supplémentaire. C'était une fille, et quand l'échographie montra le visage parfait, les doigts minuscules, Isabelle savait déjà comment elle allait l'appeler. Lucie. Lucie Domingue Mendes, inversant l'ordre cette fois, en l'honneur de la grand-mère qu'elle ne connaîtrait jamais, mais dont l'héritage était présent dans tout ce qu'ils avaient construit. Henri pleura quand il apprit le nom. Il pleura parce qu'il comprit finalement qu'il n'existe pas de rédemption complète pour certaines erreurs, mais qu'il existe la chance d'honorer la personne qui a été blessée. Et avoir une petite fille portant le nom de la femme qui l'avait détruite était à la fois douloureux et curatif. La grossesse fut tranquille cette fois, sans complications. Isabelle travailla jusqu'au 8e mois, Raphaël continua à l'espace Dignité, et Lucas était impatient d'être grand frère. Quand Lucie naquit, lors d'un accouchement normal et rapide, ce fut comme si le cercle se refermait enfin. Raphaël tint sa fille et murmura « Ta grand-mère t'aurait tant aimé, et je te promets que tu grandiras en sachant qui elle était, ce qu'elle représentait, et pourquoi ton nom est si important. » Les années suivantes furent celles de la croissance à tous égards. Le réseau Dignité s'étendit sur 10 départements français, aidant des dizaines de milliers de personnes à sortir de la pauvreté par l'éducation et l'opportunité. Isabelle devint une référence en gestion sociale, publia un livre sur l'autonomisation des femmes qui devint un best-seller et utilisa les redevances pour financer des bourses d'études. Henri vécut pour voir ses petits-enfants grandir, pour se réconcilier complètement avec le passé et pour comprendre que l'héritage ne se mesure pas en argent, mais en vie transformée. Raphaël ne retourna jamais en politique, n'accepta plus jamais de fonction publique, mais son travail influença les politiques au niveau national, inspira des programmes gouvernementaux et prouva qu'il est possible de faire une réelle différence en travaillant de bas en haut, en écoutant les gens, en respectant leurs histoires. Et Isabelle, l'héritière qui choisit l'amour plutôt que la fortune, prouva que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans le fait de se réveiller chaque jour aux côtés de ceux qu'on aime, en faisant un travail qui compte, en élevant des enfants qui comprennent la valeur de la dignité humaine. Un soir quelconque, 10 ans après leur rencontre, Raphaël et Isabelle se trouvaient sur le toit-terrasse de l'immeuble où ils habitaient, désormais un appartement, plus grand mais toujours dans le même quartier qui les avait accueillis. Lucas avait 11 ans et jouait au football avec les amis de l'immeuble. Lucie, âgée de 8 ans, lisait un livre à leur côté. Le ciel était étoilé, chose rare à Paris, et la ville s'étendait à l'infini autour d'eux. « Tu regrettes ?» demanda Raphaël soudain, en tenant la main d'Isabelle. « De quoi ?»« D'avoir choisi cela, d'avoir renoncé au manoir, à l'argent, à la vie facile. » Isabelle le regarda, puis ses enfants, puis la ville qu'elle avait appris à aimer vraiment, non pas depuis les vitres teintées, des voitures importées,
mais en marchant dans les rues, en rencontrant les gens. Je ne regrette pas une seconde, parce que cette vie, celle-ci, est réelle. Elle est mienne. Je l'ai conquise de mes propres mains, et il n'y a pas de fortune au monde qui puisse payer cela. Raphaël l'embrassa doucement, reconnaissant. Je t'aime. Depuis cette première nuit à l'événement, depuis le premier regard, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Je sais, Isabelle sourit. Et moi aussi je t'aime. Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Lucas cria en demandant de l'eau, Lucie se plaignit que son frère était bruyant. Et ils descendirent du toit terrasse en riant enlacés, une famille imparfaite mais vraie. Et tandis que les étoiles témoignaient d'en haut, la ville continuait son rythme frénétique en bas, indifférente mais aussi transformée, morceau par morceau, par des gens comme Raphaël et Isabelle qui croyaient que l'amour et la dignité étaient des forces aussi puissantes que n'importe quelle fortune, car au final, quand tout se calme et que le bruit cesse, ce qui reste n'est pas l'argent que vous avez accumulé ou le pouvoir que vous avez exercé, c'est l'amour que vous avez donné, les vies que vous avez touchées et la certitude d'avoir vécu avec honneur. Et Raphaël et Isabelle, contre toute attente, contre tous les obstacles, avaient réussi exactement cela. Ils avaient tenu bon, ensemble, et c'était la plus grande de toutes les victoires.